Rebienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, pour un autre épisode du podcast, épisode, si je ne me trompe pas, 59. Aujourd'hui, on va parler du trouble neurologique fonctionnel, qui est quelque chose qui est absolument méconnu. Même pour ma part, je ne connaissais pas grand-chose de cette condition-là avant d'en discuter avec les deux invités du jour, qui sont Pierre-Luc Lévesque et Delphine Bélanger, respectivement physiothérapeute et double chapeau pour Delphine, ergothérapeute et psychologue, qui travaillent ensemble dans une clinique interdisciplinaire au CHUM, dans la clinique du TNF, donc trouble neurologique fonctionnel, qui est vraiment un centre d'expertise pour ce type de conditions-là. Donc, on a vraiment démystifié qu'est-ce que c'est, mais si je vous donne un petit aperçu, un trouble neurologique fonctionnel, grosso modo, imaginez avoir des déficits neurologiques, donc des choses comme une faiblesse, voire une paralysie complète d'un membre, des troubles d'équilibre, mais qu'on ne soit pas capable d'expliquer au niveau structurel une lésion quelconque qui pourrait expliquer ce problème-là. Donc, malgré le fait qu'on fasse tous les tests possibles, on n'est pas capable d'expliquer pourquoi les gens ont ces symptômes-là. Eh bien, non seulement il y a des solutions pour ces personnes-là, mais il y a une équipe qui est en place pour les aider et elle se trouve au CHUM et on a reçu 2 des experts de cette équipe-là. Donc, voilà, je vous laisse apprécier cette conversation sur ce sujet complètement fascinant qui est le trouble neurologique fonctionnel avec le physiothérapeute Pierre-Luc Lévesque et l'ergothérapeute et psychologue Delphine Bélanger. Le podcast est présenté par BIA Éducation. C'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé qui offre des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une 50aine de formations à leur actif. Et pour la communauté du podcast de Parle-moi de santé, vous pouvez profiter d'un code rabais avec le code Goujon15 pour 15% de rabais sur leur formation à prix régulier. Et comme d'habitude, tous les détails sont dans la description des épisodes du podcast. Donc encore une fois, merci à BIA Éducation pour la confiance et bon podcast. Bon, alors on est parti pour l'épisode ce matin avec Pierre-Luc Lévesque et Delphine Bélanger. Bon matin à vous deux, comment vous allez? Ça va bien, merci de nous recevoir. Ça fait grand plaisir. On a échangé quelques allers-retours de courriel pour planifier l'épisode d'aujourd'hui. Ça fait aussi longtemps que j'ai fait un épisode à 3, fait que je trouve ça toujours intéressant, la dynamique. En plus, on a une table multidisciplinaire aujourd'hui pour complémenter les expertises. On parle aujourd'hui de ce qu'on appelle le trouble neurologique fonctionnel, quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler. Même comme professionnel de la santé, il y en a beaucoup qui n'ont aucune idée qu'est-ce que c'est, encore plus dans le grand public. Fait que ça va être très le fun de démystifier qu'est-ce que c'est. Et je pense que aussi beaucoup de gens vont réaliser que le trouble neurologique fonctionnel, ça touche peut-être plus de cas qu'on pourrait penser ou peut-être qu'il y a plus de personnes qui pourraient se sentir concernées versus des fois on entend des noms de maladies puis on les connaît pas et on se dit bon ben tu vois ça m'intéresse pas. Fait que bref, dès les premières minutes de l'épisode, je pense que les gens vont déjà apprendre à apprivoiser ce terme-là. Donc avant de rentrer dans qu'est-ce que ça mange en hiver, le trouble neurologique fonctionnel, peut-être donner un peu de contexte sur pourquoi je vous reçois aujourd'hui. D'abord, vous êtes les deux dans la même clinique du trouble neurologique fonctionnel, la clinique TNF au CHUM, donc vous travaillez dans la région de Montréal. Pierre-Luc, tu es physiothérapeute. Delphine, tu as un double titre, tu es engagé comme ergothérapeute au CHUM, mais tu as également ta formation comme psychologue, psychothérapeute, ce qui amène une très belle complémentarité dans cette expertise-là. Fait que peut-être, je sais pas, faire un bref résumé de vos occupations en lien avec le domaine d'aujourd'hui ou votre expertise, comme ça on fait un petit tour de table avant de se lancer dans le vif du sujet. Peut-être commençons avec toi, Pierre-Luc. Ben, en fait, moi, j'ai gradué en 2007. J'ai travaillé dès ma deuxième année là, avec la clientèle neurologique au CHUM. J'ai découvert tranquillement, au fur et à mesure, ce diagnostic-là dans la pratique. Puis avec des échanges avec des collègues, avec un neuropsychiatre, neurologue au CHUM, c'est là que l'intérêt un peu s'est développé, puis on s'est rendu compte que c'est quelque chose qu'on n'entend pas du tout à l'école. Il y a pas de formation sur le sujet. Si on regarde au Québec ou même à travers le Canada, à travers le monde, il n'y avait pas grand-chose à ce niveau-là là, dans ces années-là. Donc, c'est sûr que c'est là que les premiers balbutiements de est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour cette clientèle-là est venu. Puis c'est vraiment quand on a déménagé là, au nouveau CHUM avec un peu l'objectif de surspécialisation, d'expertise au niveau de clientèle qu'on a eu l'idée vraiment de se lancer dans une clinique spécialisée. Donc, c'est là que j'ai abordé un peu, j'ai travaillé avec la neuropsychiatre, avec des neurologues,
Donc, pour essayer de voir s'il y avait quelque chose qui était possible. On a eu l'avant de nos chefs à ce moment-là pour vraiment travailler, regarder la littérature pour voir comment on construit nous-mêmes cette clinique-là. Puis c'est depuis le mai 2018 qu'on a nos premiers patients vraiment au sein de la clinique TNF du CHUM là, pour recevoir puis traiter ces patients. Répondre à un besoin qui était là, mais qui avait peut-être pas, qui avait pas trouvé personne pour prendre en charge ce champ d'expertise-là. C'est ça, c'est des patients qui se faisaient pas mal lancer à gauche et à droite depuis toujours, là. Ouais. Donc là, on est fiers de dire qu'on est la première clinique qui prend le temps, entre guillemets, là, de s'attarder à cette clientèle-là. Super. Toi, Delphine, comment t'es arrivée dans cette équipe-là, dans le monde de la neurologie et tout ça? Oui, ben moi, j'ai fait la psychologie dans un premier temps. Par la suite, j'ai travaillé un peu. Par la suite, je suis allée faire l'ergothérapie. Puis quand j'ai gradué, j'ai tout de suite été après dans les milieux plus hospitaliers. Puis rapidement, c'est la neurologie là, qui est devenue le secteur où j'ai plus travaillé. Puis j'avais toujours eu un intérêt, donc, par la psychologie, tout ce qui touche la neurologie, neuropsychiatrie aussi. Ouais. Et puis, je me suis jointe à la clinique une année après sa mise sur pied. Puis je suis avec eux là, depuis ce temps-là. Je travaille au CHUM depuis ce temps-là. Super. Ouais. Fait que si on définit tout de suite qu'est-ce que c'est, parce que là, les gens, en ce moment, ils savent pas encore qu'est-ce que c'est le trouble neurologique fonctionnel, puis à voir qui veut se lancer en premier, mais comment on définit ce que c'est et d'où ça vient l'historique de cette condition-là neurologique. J'imagine que, vu que la clinique est récente, ben avant, peut-être qu'on n'avait pas vraiment de nom pour cette problématique-là. Fait que qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui là, de ce qu'on sait sur cette définition-là? Le titre exact, c'est trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle, tel qu'il est décrit là, dans le DSM-5. Ça, c'est quand même tout récent. Okay? Il faut savoir que c'est un diagnostic qui est étudié depuis plus longtemps, qui a déjà été plus populaire que ça. Déjà au 19e siècle, souvent on reste avec la connotation l'hystérie de conversion, des choses comme ça qu'on a déjà entendu Freud parler. Donc c'était un peu plus le chapeau psychiatrique au début qui était utilisé, mais il y a eu beaucoup de neurologues aussi qui sont attardés. Dans le DSM-4, on parlait à ce moment-là de troubles de conversion. Donc, il y a ce terme-là qui reste encore de nos jours. Puis c'est vraiment depuis plus récemment, là, environ 2015, tout ça, que la neurologie est allée un peu plus rechercher ce diagnostic-là, parce qu'à la base, il reste que les symptômes sont neurologiques. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que c'est un trouble, premièrement, parce que c'est pas considéré une maladie. On le considère vraiment comme un trouble. C'est un amalgame de symptômes neurologiques qui est réversible. Donc depuis très longtemps ça a été étudié, ça a été un peu laissé mis de côté. Longtemps ça a été catégorisé comme c'est de la simulation. Donc c'est ce qui a fait aussi que c'était un peu toujours difficile au niveau du diagnostic. Donc il y en a beaucoup qui se disaient c'est peut-être de la simulation, c'est juste dans leur tête. Donc ça a été très mal catégorisé, ça a été très stigmatisé. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment depuis 2015 avec le trouble neurologique fonctionnel qu'on voit quand même un changement de garde, que c'est plus facile d'en parler. Puis aussi au niveau de l'explication, on tombe vraiment plus du côté de la neurologie aussi. Pour être capable d'expliquer le portrait clinique, c'est-à-dire de mettre un peu des bases sur si on veut, la pathophysiologie, entre guillemets, de qu'est-ce que c'est, là. C'est ça. Donc, dans la classification, pour donner le diagnostic, dans le DSM-5, ce que ça demande des symptômes qui vont être incapacitants. Mm-hmm. Au niveau fonctionnel. Il faut être capable de mettre en place évaluer des signes cliniques positifs, d'être capable d'objectiver des incongruences puis des inconsistances, puis que les symptômes ne soient pas expliqués par aucun autre problème neurologique. C'est la grosse différence avec quand on parlait de troubles de conversion, puis ce qui nous aide aussi maintenant en thérapie, c'est l'aspect que c'est considéré un diagnostic positif. Il y a des signes cliniques positifs. On est capable d'évaluer nos patients, puis en voyant des choses, on est capable de poser le diagnostic. Contrairement quand on parlait là, du trouble de conversion par le passé dans le DSM-4, il fallait absolument avoir éliminé toutes les autres diagnostics possibles. Donc, c'était vraiment considéré un diagnostic d'exclusion. Ouais. Donc, c'est là aussi que ça apportait parfois préjudice aux patients, que c'était dur d'aller les chercher dans l'acceptation du diagnostic parce qu'on leur disait en gros, on n'a rien trouvé, ça doit être dans votre tête, c'est un trouble de conversion. Ouais. Là,
c'est ce que les patients apercevaient. Hein. C'est pas nécessairement toujours comme ça que c'était abordé par le corps médical, mais c'est comme ça beaucoup que c'était perçu. Puis l'autre gros changement qu'on a comparativement à la conversion aussi, c'est la mise en place du trauma. Donc, c'est souvent un sujet qui revient quand on pense à la conversion, on pense aux troubles fonctionnels. C'est avant, il fallait absolument, pour poser le diagnostic, être capable de creuser puis d'aller trouver un trauma ancien là, qui pouvait expliquer l'apparition des symptômes. Maintenant, pour le TNF, on n'a pas besoin d'aller gratter pour trouver ça parce qu'il y a des patients aussi qui en ont pas. C'est aussi là un peu le changement de garde. On se rend compte que le TNF peut arriver à monsieur, madame, tout le monde pour X, Y raison. Il n'y a pas nécessairement un trauma ancien là, enfoui. Parce qu'avant, on parlait de troubles de conversion. On disait c'est un trop-plein émotif. Quelque chose de refoulé. Quelque chose de refoulé qui vient là-dedans, se convertir en symptômes neurologiques moteurs ou sensitifs. Donc, c'est un des gros changements qu'on a. Puis c'est ce qui nous aide aussi, nous, en tant que thérapeute, parce que pour poser le diagnostic, on sert des incongruences, des inconsistances, mais moi, je m'en sers dans mon enseignement, puis je m'en sers en traitement aussi de ces choses-là. Très longtemps, en tant que thérapeute, on voyait ces choses-là, on les notait déjà, mais ce qu'on faisait, on les écrivait dans nos dossiers, on disait à nos collègues « Hey, check ça, c'est bizarre, hein? Il y a des choses qui marchent pas », mais on l'abordait pas avec le patient. Exact. Et on va y revenir, mais cet enseignement-là va être hyper primordial là, pour cette clientèle-là. Ouais. Et à quel point, on parle du stigma, là, ben, ça rejoint aussi un peu tout ce qui enrobe la stigmatisation dans les troubles de santé mentaux autres même, ou en fait dans ce qu'on appelle toutes les maladies mentales, ou ne serait-ce que de parler de santé mentale, c'est encore un stigma. Est-ce que puis peut-être Delphine, je t'entendrai là-dessus en premier, de recevoir un diagnostic de trouble neurologique fonctionnel, est-ce qu'il y a encore un stigma de la part, est-ce que comment les patients reçoivent ça, ou comment c'est abordé, tu sais? Est-ce que les gens sont plutôt soulagés, ou déçus, ou fâchés? Ben, je te dirais un peu toutes ces réponses-là selon la personne, mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que auparavant, c'était abordé, c'était donné comme il y a un trauma, il y a des choses refoulées, c'est de consulter la psychiatrie qui peut vous aider. Et puis ça faisait peur aux gens, c'était pas quelque chose qui était agréable à entendre. Puis maintenant, la façon que c'est amené, vraiment, c'est plus en allant chercher l'idée que c'est pas tant qu'il y a eu un problème qui a été refoulé ou qui est conversé en symptômes physiques, mais c'est vraiment une difficulté au niveau de la transmission du message qui passe pas. Et on a moins ce stigma-là, donc déjà d'emblée, parce que l'accent est moins mis sur le côté de la psychiatrie. L'accent est davantage mis sur le côté plus des bases de la science neurocognitive, de dire il y a ce message-là qui est erroné et puis qui génère des outputs aussi qui sont erronés. Donc, les mouvements, les faiblesses, les tremblements, les sensations qui sont pas normales, qui sont pas ressenties comme étant normales par la personne. Et puis, ça vient comme un peu d'enlever le fardeau sur la personne aussi. Puis elle est davantage, je pense, avec cette approche-là, elle se sent davantage crue, justement, de dire vos symptômes sont réels. C'est pas quelque chose qui se passe au niveau là, dans votre tête imaginée, c'est quelque chose qui est très réel et pour lequel on peut faire quelque chose. Et donc, est-ce que je me trompe si je voulais résumer ça, on est capable d'expliquer, basé sur ce qu'on sait de la science, de la neurologie et des neurosciences, on est capable d'expliquer des mécanismes qui se passent dans le système nerveux qui amènent les gens à avoir ces symptômes, ces problématiques-là. C'est juste que si on fait passer une panoplie de tests, mais structurellement, le système nerveux, il n'y a pas de blessure ou de lésion en tant que tel. Ce serait une façon de le vulgariser. C'est ça. Souvent, ce qu'on va expliquer, c'est que les symptômes sont réels. Hein? On va en revenir souvent sur ça. L'importance d'insister là-dessus. Les symptômes sont réels. Nos patients, on les croit. Ce n'est pas de la simulation. Il faut d'ailleurs enlever tout l'aspect simulation parce que le lien thérapeutique est tellement important que si le patient sent ce jugement-là, on réussira pas. Absolument. Donc, bon, qu'est-ce que je disais?
ça va arriver, ça. Que ce sont des symptômes réels. C'est ça, c'est des symptômes. Il n'y a pas de pathologie en soi identifiée. Mais il n'y a pas de lésion organique. Donc, exact. c'est vraiment à ce niveau-là. Souvent, on va entendre c'est un problème de logiciel. C'est comment l'information part du cerveau vers le corps, que ça va affecter puis ça va créer les symptômes. C'est vraiment ce qu'on appelle top-down. Donc, ça va être créé là, au niveau perceptuel, au niveau cérébral. Donc, c'est un peu ça qu'on va aller travailler. On pourrait parler d'un bug du software du système nerveux là, versus... On entendait, c'est ça. Souvent, c'est pas un problème de disque dur, c'est un problème de logiciel. Donc, pour un peu rassurer, pour dire, regardez, là, le cerveau est intact. Puis c'est aussi ce qui permet de dire que c'est réversible parce qu'il n'y a aucune lésion organique, aucun dommage qui est créé au niveau cérébral, au niveau neurologique. Donc, c'est pour ça que c'est réversible. Beaucoup de parallèles à faire déjà avec la douleur chronique, hein, et on parlera tantôt des commotions cérébrales, les TCC légers, entre autres des conditions pour les deux que souvent on n'est pas capable d'identifier nécessairement une structure atteinte problématique. On pense aux maux de dos chroniques, les lombalgies chroniques. Oui, on passe des imageries puis on voit de l'arthrose ici, de l'hernie discale ici, mais rien qui est capable d'expliquer l'ampleur qu'une douleur pourrait prendre. Mais ceci dit, ces gens-là ont de la vraie douleur, qui ont un impact réel sur leur fonction, leur vie, leur fonctionnement. Il y a des solutions pour ça. Même s'il n'y a pas de blessure structurelle, on peut faire ce parallèle-là, à savoir qu'on peut travailler le fonctionnement du corps et du cerveau pour amener les gens à la résolution de leurs symptômes. Donc, grosso modo, là, concrètement, ces gens-là, quand ils se présentent à vous en clinique, à quoi ils peuvent ressembler? Quand on parle de présentation clinique, quelqu'un qui a un trouble neurologique fonctionnel, ça peut prendre quoi les différents portraits? En fait, tous les symptômes neurologiques connus peuvent être développés de façon fonctionnelle. Donc, nos patients, on va en avoir qui peuvent se présenter à l'urgence avec ce qui s'apparente à un AVC. On peut avoir des gens qui vont se présenter avec ce qui s'apparente à une poussée de sclérose en plaques. On peut avoir des faiblesses fonctionnelles, des plégies complètes. C'est-à-dire une paralysie. Une paralysie complète là, de toute une jambe, de tout un bras, de tout un côté du corps. On a des patients qui arrivent, ils peuvent avoir des troubles d'élocution, des crises convulsives. Donc, il faut savoir que c'est très, très, très présent, ce qu'on appelle les pseudo-crises, les synapses. Donc, c'est des crises convulsives d'apparence épileptique, mais qui sont en réalité fonctionnelles. Donc, le corps de ce patient-là réagit avec ce qui s'apparente à une crise convulsive. Donc, tout symptôme possible peut se présenter, soit à l'urgence. Il y en a qui vont se présenter chez leur médecin en disant « j'ai un tremblement qui est apparu ». Donc, un tremblement peut être fonctionnel aussi, des étourdissements, des vertiges, des troubles d'équilibre, troubles de la marche. Donc, c'est sûr qu'il y a la grande famille de ce qu'on appelle les troubles moteurs, mais il y a aussi tout ce qui est troubles sensitifs aussi. Donc, parce que oui, notre cerveau peut générer un peu des symptômes, mais il peut aussi mal interpréter les influx du corps. Fait que là, ça peut amener aussi des symptômes sensitifs, donc d'engourdissement, d'hypoesthésie, donc de perte de sensibilité, des choses comme ça aussi. Et vous, quand vous faites la prise en charge, est-ce que vous évaluez d'emblée tout le monde conjointement, physio-ergo? Est-ce que vous avez, y en a-tu un qui va faire l'évaluation initiale puis amener l'autre comme consultant au besoin? Comment ça fonctionne? En fait, on a, dans la structure du programme, là, c'est déjà préétabli, les patients sont évalués en premier lieu par la neurologue, la neuropsychiatre conjointement. Il y a validation du diagnostic à ce moment-là. Il y a aussi validation du besoin au niveau de la réadaptation. Est-ce que la personne elle est prête à s'engager dans le processus? Parce que c'est une des parties clés, c'est qu'il y a une motivation à reprendre des activités qui ont été délaissées. Il y a des objectifs. C'est des objectifs très concrets, très fonctionnels. Donc, les deux médecins vont s'assurer que la personne elle est prête à faire ça. Elle a accepté le diagnostic, puis elle est prête à s'engager dans le processus de réadaptation. Puis par la suite, s'est référé à l'équipe ergo-physio. Pierre-Luc commence avec la partie de physiothérapie et par la suite, l'ergothérapie va suivre pour compléter les interventions là, au niveau du quotidien. Puis toi, quand tu évalues ça, c'est toi qui fais l'évaluation initiale, tu vas évaluer l'ensemble des sphères qui sont
pertinente en termes de rééducation qu'on peut faire en physiothérapie. À quoi ça ressemble une évaluation? Comment tu abordes l'évaluation avec le patient? Qu'est-ce que tu dois faire concrètement pour te faire une idée, ton jugement clinique, à savoir, OK, ben ça, c'est le plan de match qui va aider cette personne-là? C'est sûr qu'on a la chance de travailler dans un format préétabli, mais c'est sûr que des patients avec des troubles fonctionnels, j'en vois dans ma pratique, j'en vois des patients hospitalisés, j'en vois à l'urgence, j'en vois en clinique externe, j'en vois un peu partout. Il faut savoir que probablement beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment en rencontrent sans savoir que c'est ça aussi. Hein? Donc, c'est sûr que, comme je dis un peu dans la définition, c'est beaucoup l'aspect des incongruences puis des inconsistances. C'est sûr que je fais mon évaluation en physio comme j'ai appris à l'école. Donc, je vais évaluer chacune des sphères au niveau de la force, au niveau de la coordination, au niveau de l'équilibre, de la marche et tout ça. Mais ce que je vais porter beaucoup une attention, puisqu'on développe beaucoup, c'est notre sens d'observation, puis notre analyse rapide pour aller chercher toutes ces inconsistances-là puis ces incongruences. Quand on parle d'inconsistance, en fait, ce qu'on remarque, c'est l'effet de la distraction. Donc, c'est des patients, c'est des symptômes qui sont très, très, très susceptibles d'être distraits. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent varier selon le contexte dans lequel ils se trouvent. On va beaucoup utiliser la double tâche. Moi, j'utilise beaucoup l'humour, la distraction, faire plein de choses en même temps. Pourquoi? Parce que c'est des symptômes qui vont diminuer quand les patients vont diviser leur attention. Contrairement à nos patients habituels, avec une clientèle plus âgée, hein, souvent on sait que les attentions, les doubles tâches, des choses comme ça vont faire diminuer les capacités de nos patients. Nos patients en TNF, c'est l'inverse. Ils vont mieux performer. Plus ils sont distraits, mieux ils performent. Pourquoi? Parce que leur attention va être moins axée sur leur corps, sur leurs symptômes, mais plus sur la double tâche. Donc, c'est des choses comme ça qu'on va noter dans nos évaluations. Que ce soit, exemple, marcher avec un verre d'eau ou moi, j'utilise beaucoup une balle sur une raquette, un cône sur la tête. Puis, hop, mon patient marche mieux parce qu'il est tellement concentré à pas faire tomber la table qu'il se rend pas compte que sa jambe ne traîne plus vers l'arrière. C'est des patients qui vont marcher mieux de reculons. On peut avoir des patients qui courent mieux qu'ils marchent. Des patients qui sont, si j'évalue concrètement mon bilan musculaire, là, la force de mes patients, 90% du temps, moi, je m'en soucie peu. Parce que on va avoir souvent des signes cliniques positifs, dont du giveaway, donc notre patient que dès qu'on met une pression, le bras relâche, alors que si je lui lance un ballon lourd pendant la séance sans qu'il s'en rende compte, il va l'attraper avec son bras qui est supposément affaibli, ou un patient qui a une grosse faiblesse du bras qui finalement s'en rend pas compte quand il est distrait, mais il va enfiler sa chemise ou son manteau quand il va quitter ma séance. Donc, c'est beaucoup ces inconsistances-là qu'on va aller chercher, puis beaucoup les incongruences aussi. Donc, les incongruences, c'est des choses qui, au niveau anatomique, au niveau physiologique, fonctionnent pas ensemble. Les choses souvent qui sont frappantes pour moi en tant que physiothérapeute, on le voit beaucoup avec la faiblesse. Donc, des patients qui vont, si je fais une évaluation de force, ils vont avoir un quadriceps, une cuisse très faible, qui, selon moi, serait insuffisante même pour tenir debout. Puis le patient, quand on évalue la marche, va marcher les genoux fléchis. Alors que moi, je sais qu'en tant que professionnel, que marcher de cette façon-là demande encore plus de force que de marcher les jambes allongées normalement. Ou monter, descendre un escalier, c'est comme faire un petit squat sur une jambe. Exactement. Fait que c'est ces incongruences-là qu'on va aller chercher. Ou des patients que quand on évalue l'équilibre, c'est quasi catastrophique. Puis les patients nous disent qu'ils marchent même pas avec une canne à la maison, puis qu'ils n'ont jamais tombé, alors que moi, quand je l'évalue, c'est catastrophique, mais c'est sûr que dans mon évaluation, l'attention encore là est mise sur les symptômes aussi. Les patients veulent pas, quand ils se sentent évalués, ça a tendance à augmenter un peu les symptômes. Donc, mon sens d'observation, c'est ça qui va aller chercher. Sinon, on a beaucoup d'autres signes cliniques positifs, comme je disais, dans l'évaluation. On a, il y a même des vieux tests, le test de Hoover, des choses comme ça, qui sont très, très loin dans la littérature. Donc, c'est des choses qui vont me permettre de dire, en regardant ça, je sais que c'est du fonctionnel. Donc, le test de Hoover, grossièrement, c'est un patient qui est pas capable de bouger sa jambe, mais quand je fais bouger sa jambe saine, en mettant ma main en dessous de l'autre jambe, je sens qu'il y a une poussée. Donc, je sens qu'il y a une génération de force. Fait qu'on a des signes comme ça, un patient
qui serait paraplégique, donc les 2 jambes qui bougent pas, je plie ses jambes, pendant que je le distrais, je lâche ses jambes, puis les jambes vont rester en place, alors que des vraies jambes complètement affaiblies auraient tendance à retomber. Fait il y a aussi des signes positifs cliniques comme ça qu'on peut mettre en évidence. Là, je les énumérerai pas toutes. Mais ça donne beaucoup d'exemples. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup comme ça. Il y a des patrons de marche même qui sont assez caractéristiques là, de ces patients-là. Le dragging foot, là, les gens qui traînent une jambe derrière, puis finalement, ils vont marcher de reculons, puis c'est l'autre jambe qui vont traîner derrière juste parce qu'ils n'ont pas fait le changement dans leur tête que c'est l'autre jambe qui est supposée être faite. Il y a des choses qu'on est capable de mettre en évidence comme ça. Puis bien sûr, l'incompatibilité, c'est la dernière chose qu'on va regarder, c'est plus mon amalgame de symptômes. Est-ce que c'est au niveau médical, au niveau anatomique, c'est possible? Donc, est-ce que ça... La plausibilité anatomique. Ah oui, ça pourrait peut-être faire penser à une sclérose en plaques, mais j'ai aucune lésion à mes IRM et tout ça. Fait que c'est des choses que moi, je vais regarder. Quand le diagnostic n'a pas été donné, c'est ce que je vais me servir pour retourner vers le médecin aussi. Puis c'est ce que je vais noter dans mon dossier, mais aussi le dire aux patients. On va encore y revenir, mais on en parlera très longtemps, ça a été quelque chose qu'on faisait pas. Puis c'est quelque chose de très bénéfique. Là. Puis toi, Delphine, est-ce que, en fait, d'abord, avant de comparer avec le type d'incongruité que Pierre-Luc voit, est-ce que, en fait, ça ressemble à quoi, toi, est-ce que tu veux évaluer, ce qui t'intéresse dans le portrait clinique de ces patients-là? Ben, comme ergo, tu sais, on regarde vraiment l'autonomie au quotidien, comment les gens font leurs activités. Et c'est la même chose, on fait notre évaluation fonctionnelle, que ce soit une tâche à la cuisine, des transferts, on les met en situation pour regarder qu'est-ce qui se passe, comment ils bougent, comment ils appréhendent l'activité, comment ils font les choses. Et on va essayer, on va avoir une attention particulière sur les compensations et les évitements qui ont été mis en place dans une optique là, pour la personne d'arriver à fonctionner le mieux qu'elle peut avec les difficultés qu'elle a. Elle aura peut-être modifié des choses, travailler assis, en faire moins dans la journée, s'appuyer sur le comptoir, toutes des choses qui empêchent le mouvement normal, les automatismes normaux de reprendre le dessus. Donc, qui contribuent à maintenir au niveau là, du symptôme neurofonctionnel. Donc, notre évaluation comme ergo va être particulièrement... on va avoir un œil sur ça. Quelles sont les compensations et tout. Et puis ça, c'est peut-être un rôle différent de l'ergothérapeute parce que l'ergothérapeute est aussi connu pour dire quand il y a un déficit au niveau d'une capacité puis que ça atteint la fonction, on va compenser par des aides techniques, on va compenser par des adaptations. Dans le TNF, on veut éviter les compensations le plus possible parce qu'elles contribuent à maintenir les symptômes. Ouais. On veut le retour du mouvement normal sans modification. Donc, c'est comme s'il y a déjà trop de béquilles en place et on essaie de retirer des béquilles. Exact. Parce que c'est peut-être des béquilles que cette personne s'est mis elle-même de par le fait qu'elle a le trouble neurologique fonctionnel. Oui, puis c'est dans un processus, tout ça, on a de bonne volonté, de bonne foi. Ça peut être inconscient, là. C'est où c'est fait parce que je dis je veux pas moi arriver à pas fonctionner. Je vais prendre une solution, je vais trouver une solution. Ça aussi, c'est quand on arrive avec les patients en évaluation, on essaye de tranquillement pas vite défaire ça puis dire ce que vous avez mis en place au moment où vous l'avez fait, quand vous n'avez pas le diagnostic, c'était correct. Vous faisiez ce que vous pouviez. Mais maintenant qu'on a le diagnostic et qu'on sait que c'est réversible et qu'on sait que ces modifications-là, ces adaptations-là maintiennent, on va travailler à les enlever. Mm-hmm. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile à défaire. Puis à défaire. Mais ça fait partie là, des évaluations dès le départ. Trouver aussi quelque chose qu'on regarde, c'est les motivations, les obstacles. Qu'est-ce que la personne va gagner si elle n'a plus son TNF, les symptômes fonctionnels, mais qu'est-ce qu'elle va perdre? Mm-hmm. Ça, c'est plus difficile. Dès le départ, plus tôt on le fait dans l'évaluation, plus vite on peut comme éviter
de se cogner sur un mur, tant comme intervenant que la personne, parce qu'on aura identifié qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qu'on va perdre. Puis des fois, ça peut être, je vais avoir tout d'un coup moins de temps, parce que en ayant diminué mes occupations, j'avais plus de temps libre. Je vais diminuer l'aide que je reçois. Je vais diminuer l'attention autour de moi. Et encore une fois, c'est dans un souci surtout pas de gain secondaire, qui est un tout autre chapitre. Et c'est pas de ça dont on parle. C'est vraiment au niveau de j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai mis en place des choses, mais quand on va venir enlever ça, on va déranger une routine. C'est les obstacles. Plus tôt on les identifie, plus vite on peut travailler, puis on peut accélérer le processus de réadaptation. J'interromps le podcast une petite seconde pour vous parler du nouvel abonnement scientifique de BIA Éducation qui vous donne accès à plein de sciences en termes de résumés d'articles, en termes de webinaires et de formations. Leur prix de lancement est à 53,99 jusqu'au 30 septembre. Et vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas encore convaincu, faire l'essai gratuit d'1 mois de l'abonnement scientifique avec le lien qui est dans la description de l'épisode du podcast. Et comme d'habitude, si vous faites encore de la formation avec BIA en ligne, vous pouvez utiliser le code rabais Goujon15 pour 15% de rabais sur leur formation. Ouais, mais ça, c'est intéressant. Puis il y a un parallèle à faire avec les réflexes que les gens acquérissent avec le temps. Beaucoup de parallèles à faire avec la douleur chronique, effectivement. Tu sais, je prends l'exemple des maux de dos. Quelqu'un qui va avoir vécu une douleur lombaire sévère suite à un épisode où il a ramassé une charge, mais ramasser une charge va vraiment être identifié comme quelque chose de dangereux. Puis, la chose logique à faire, c'est réduire les charges temporairement, puis après ça, on se réhabitue à les prendre. Mais dans certains cas, des douleurs qui persistent, il y a des gens qui vont avoir développé des comportements d'évitement totaux. Vraiment, ils vont avoir complètement changé leur façon de faire, puis perdre la confiance dans la solidité de leur dos pour ramasser des charges. Fait que des fois, je les revois 3, 4, 5, 6 ans plus tard et ils ne penchent plus leur dos vers l'avant du tout. Tu sais, c'est vraiment un mouvement qui a été complètement évité. Et ça, c'est devenu leur nouvelle personne, c'est leur nouveau eux-mêmes de comment faire les choses. Fait que si on veut ramener la personne à être fonctionnelle puis à être capable de ne plus avoir ces craintes-là, il y a une exposition graduelle à faire dans ces mouvements-là. Fait qu'il y a un peu le même principe. Il y a une exposition graduelle à refaire des tâches, des mouvements d'une façon nouvelle ou plutôt de revenir à l'ancienne façon. Oui, tout à fait. C'est vraiment central. Je pense que tu mentionnes bien là, l'évitement, la peur. Ouais. Ça, c'est des choses qui sont regardées très attentivement, autant en physiothérapie, autant en ergothérapie. Puis évidemment, quand on parle au niveau en psychothérapie, en psychologie, c'est quelque chose qui est vraiment central dans... Tu sais, je te résumerais à deux mots clés sur qu'est-ce qui va maintenir... et contribuer au développement du TNF puis le maintenir, c'est les croyances. Ouais. Les croyances que ça va faire mal, ça va être dangereux, ça va être... Et puis tu le mentionnes super bien. Après ça, le mouvement est rendu presque phobique. Ouais. Nos comportements vont être très fortement initiés par les croyances qu'on a en fonction de ça. Tout à fait. Donc, c'est comme ça. Puis quand on parle du message là, qui se transmet mal, ça peut être au niveau là, de l'explication, le software, hardware, ça peut être un peu ésotérique comme explication, mais c'est vraiment ça, c'est que à partir du moment où ta prédiction puis ta croyance, c'est là que les sciences neurocognitives ont mis tout un autre éclairage sur le processus de mise en place du TNF. À partir du moment où ta prédiction, c'est « ça va faire mal », déjà, t'engages, tu fausses un peu la donnée de ton input qui rentre. Et cet input-là qui rentre est plus assez fort pour balancer la forte croyance. Absolument. Ça va faire mal, je vais tomber, je vais avoir un vertige, c'est dangereux, ou encore une fois, on ne sait pas ce que j'ai, il y a un doute, je suis mieux de ne pas le faire. Là, je me retire. Mais ça, c'est vraiment central. Donc, on va travailler ces croyances-là, peu importe notre profession. Ouais. Parce qu'elle est centrale au développement puis au maintien du TNF. Ouais. C'est transdisciplinaire à ce stade-ci. Dans la prédiction en fonction de nos croyances,
quand les gens ont de la misère à comprendre ce concept-là, je fais souvent le parallèle avec un goût ou une odeur. Si on dit à quelqu'un, goûte à ça, ça goûte vraiment mauvais, il y a une espèce, on va comme se prédisposer à goûter mauvais, puis les premières bouchées, on va quasiment le goûter, le mauvais, jusqu'à temps que finalement, on soit comme, OK, non, finalement, c'est pas si pire, ou une odeur, tu sais, une odeur nauséabonde qui finalement est un parfum, mais on peut vraiment, on peut modeler notre cerveau à croire ce qui va se passer, là. Quand on explique le TNF dans le cadre de la clinique, on a un peu plus délaissé justement l'aspect un peu plus psychanalytique. Tout ça, on y va vraiment du côté des neurosciences. C'est ça, exact. On utilise beaucoup le théorème de Bayes, le cerveau bayésien, donc le cerveau prédictif. Donc, notre cerveau est un peu toujours en train de prévoir ce qui va se passer, puis pendant la tâche, je vais se fier un peu à nos inputs sensoriels pour se réajuster. Si je veux me rendre jusqu'au dépanneur, mon cerveau sait déjà à peu près le chemin que je vais prendre, comment je vais m'y rendre, puis je vais me réajuster. Finalement, la rue est barrée, je vais prendre ce détour-là, je vais me réajuster. Quand on tombe dans un problème de TNF, c'est que l'aspect prédictif prend toute la place, puis il n'y a plus du tout d'input sensoriel. Le cerveau ne se fie plus du tout là. À ses inputs sensoriels. Donc, si notre patient se met à croire que s'il fait ça, il n'est pas capable, s'il fait ça, il va avoir des symptômes, mais c'est là que finalement les symptômes se développent, ça tombe dans une boucle, un cercle vicieux, puis là, les symptômes vont maintenant toujours apparaître à peu près au même endroit, puis par apprentissage moteur, on le voit dans d'autres clientèles neurologiques, là, en AVC, on travaille en apprentissage moteur, on sait ce que ça veut dire. Donc, si les symptômes se développent toujours par prédiction, les symptômes vont s'être appris de cette façon-là, donc vont devenir, comme tu dis, un peu le nouvel état de base de nos patients. Puis là, il peut apparaître, quand même des effets secondaires de contracture, de perte de force réelle qui va s'ajouter à ça. Mais c'est beaucoup sur cette prédiction-là qu'il faut qu'on aille travailler, cette anticipation négative-là. Souvent, je dis, si on a un patient ou une patiente âgée qui dit « je peux pas me lever, je vais tomber, je peux pas me lever, je vais tomber, je peux pas me lever, je vais tomber », il se lève debout, il retombe vers l'arrière. Tu vois, je te l'avais dit que j'allais tomber. Oui, mais il y a un petit peu d'auto-prédiction là-dedans. Donc, on dit que ça devient un peu comme une prophétie là, auto-réalisatrice. Les patients ne sont plus dans la tâche en tant que telle, ils sont dans comment va se passer la tâche. C'est vrai. Ils sont plus « je m'en vais au dépanneur », ils sont pour me rendre au dépanneur, va falloir que je marche, va falloir que je prenne des pauses là parce que je vais être trop fatigué, parce que ma jambe va traîner à cet endroit-là, puis ils sont vraiment dans cette façon-là. Fait que c'est ça qu'il faut essayer d'aller ramener à niveau l'input sensoriel, fait que ramener un peu le top-down puis le bottom-up, là, essayer de remettre ça un peu à niveau. Puis je pense beaucoup... Il y en a beaucoup quand on parle de ces neurosciences-là qui voient justement, comme tu disais, l'aspect un peu ésotérique, un peu, comment dire, pas très concret, alors que quand on prend le modèle basé sur les neurosciences, on comprend beaucoup de choses qui sont très concrètes et qui sont dans le fonctionnement des parties du cerveau. Ça me fait penser, il y a un chercheur, je crois, qui est américain, puis j'écoutais un petit peu les dernières recherches qu'il faisait, il vulgarisait, puis lui, il fait beaucoup de recherches sur tout ce qui est sensoriel, particulièrement le goût et les odeurs. Puis il avait fait une étude à l'aveugle où il demandait aux gens de goûter de sentir deux choses. Il y en a une, il disait ça sent le vomi, puis l'autre ça sent le café. Et il demandait d'identifier lequel était lequel. Et tout le monde identifiait un comme étant le vomi, mais les deux sentaient le café. Et on voit, c'est un exemple parmi tant d'autres de comment on peut prédire une réponse sensorielle basée sur notre attente ou notre croyance ou justement cette projection dans le futur de ce qui va se passer. Tout à fait. Puis l'autre aspect qui va avec ça aussi, c'est l'attention. À partir du moment où tu as une croyance qui te dit que ça peut être dangereux, que ça peut être, qui te met en garde, t'es un peu, là, tu tombes dans un mode un peu sur lequel on travaille beaucoup en TNF, c'est l'hypervigilance. Ouais. Et là, tout d'un coup, non seulement t'ignores un symptôme qui peut être normal, mais en plus, il y a comme une attention particulière qui est comme mise sur les moindres petits détails, les moindres petites variations, les moindres petites choses qui vont venir te confirmer ce qui était à la base, qui était comme une croyance qui était erronée, qui était fausse. Et là, les gens vont devenir comme vraiment un peu sur le qui-vive. Ouais. C'est un peu comme si c'est ce système-là de fight or flight, de réaction, d'anxiété qui prend le dessus.
puis qui dit « Oh, attention, il se passe quelque chose, il y a un déséquilibre, tu es en danger, sois vigilant, regarde autour de toi et puis agis ou protège-toi. » Fait qu'il y a comme une bulle de protection à un moment donné qui se met autour des gens dans leur quotidien. On dit je vais pas faire ceci pour éviter cela. C'est l'autre composante des deux mots-clés là, que souvent je reviens avec les gens avec qui on travaille, c'est ça, c'est de dire il y a les croyances puis il y a l'attention. On va aller regarder ces deux choses-là. Deux éléments sur lesquels on peut agir. Exactement. Puis on peut agir là-dessus, tu sais, encore une fois, tant au niveau de la physio, au niveau de l'ergo, au niveau les autres professionnels qui travaillent l'orthophonie, pour dire ça fait partie des mécanismes de base. Et puis on éduque, il y a beaucoup de psychoéducation sur ces phénomènes-là, parce que ce qui va être une stratégie gagnante, c'est que la personne va comprendre ce qui se passe. Ouais. À partir du moment où elle comprend ce qui se passe, stratégie super importante, elle s'approprie les connaissances, mais ça calme les inquiétudes, les points d'interrogation. Tu calmes les inquiétudes, les points d'interrogation, tu as plus un sens de contrôle. C'est souvent les gens qui vont avoir un sens une perte de contrôle, le disconnect entre « je veux, mais je peux pas ». Puis c'est très, très involontaire comme mouvement, fait qu'il y a ce disconnect-là qui est très inconfortable, que les gens nous rapportent. Et le fait de comprendre et de connaître vient aider là, à calmer ça. Donc ça, c'est une autre stratégie super importante, c'est le transfert de connaissances, la collaboration avec la personne. Oui, mais justement, faisons du pouce là-dessus. On parlait tantôt, puis tu as souligné, Pierre-Luc, l'importance de faire remarquer aux patients ces incongruences-là, les choses qui ne fitent pas ensemble, alors que peut-être avant, on aurait pensé à plutôt garder ça caché puis de se dire OK, j'ai comme des preuves que c'est de la simulation. C'est quoi le rôle de ce partage d'informations-là et pourquoi c'est important dans le processus de réadaptation de partager ces informations-là aux patients? Moi, je dis souvent à mes patients que 90% de la job est faite si l'annonce est bien faite, si elle est bien expliquée, si le patient comprend et l'accepte. Mm-hmm. Okay? C'est environ 20% là, des patients que à seulement l'annonce du diagnostic, les symptômes vont disparaître. Ils vont être rassurés, ça va enlever l'aspect un peu du stress, d'anxiété. Ouais. Donc, juste ça peut être vraiment aidant, mais il faut que ça soit bien fait. C'est pour ça qu'on fait encore beaucoup d'enseignements, parce que c'est pas annoncé toujours de la bonne façon. Il y a encore des gens qui vont dire « on n'a rien trouvé, ça donne dans ta tête ». On a encore des patients qui disent « c'est un TNF » ou qui ils verbalisent sans donner un nom précis au diagnostic. Ils vont dire c'est un problème de software, là, c'est comme faut juste arrêter d'y penser puis ça va revenir, puis ils n'ont pas un nom précis de diagnostic. Fait que c'est toi en tant que physiothérapeute, si c'est un patient qui arrive puis il y a un problème, il va vouloir le diagnostic. Il veut savoir c'est quoi qu'il y a. T'as beau dire je vais vous aider, oui, mais il veut comprendre c'est quoi qu'il y a. Fait que l'annonce est hyper, hyper importante. Puis la démonstration de ces incongruences-là et des inconsistances vont aider justement à faire comprendre le diagnostic à nos patients. Parce que s'ils ne comprennent pas, s'ils ont encore l'impression que c'est seulement un diagnostic d'exclusion, vu que c'est encore autant stigmatisé, ils ont d'emblée l'impression qu'ils se font dire que c'est dans leur tête, que c'est de la simulation. Donc, de démontrer ces choses-là, ça va vraiment aider vraiment beaucoup pour ensuite qu'ils puissent passer à d'autres choses. Parce que chaque fois que nos patients sont dans l'incertitude, ils ne sont pas prêts à se réadapter. S'ils restent avec « OK, ton TNF, mais mettons que ce serait d'autres choses. J'ai fait de mon Google, là, j'ai trouvé ça. » chaque fois qu'il y a une incertitude comme ça, les patients n'évoluent pas bien en réadaptation par la suite. Donc, il faut être capable, nous aussi, en tant que thérapeute, de dire « c'est ça ». Pour telle et telle et telle raison. Donc, c'est la partie qui est la plus difficile parce que beaucoup des intervenants ont peur, entre autres, au mauvais diagnostic, des choses comme ça. Il faut savoir que le taux de mauvais diagnostic en TNF est environ de 5%. Okay. Il y a des données que ça va de 2,4 jusqu'à 5%, ce qui est pas mal le même que pour tout autre trouble neurologique, problème, maladie en neurologie. Donc, c'est pas... Fait qu'on se trompe pas plus souvent. On se trompe pas plus souvent quand on aborde ça.
faut savoir aussi que c'est un diagnostic qui peut être présent malgré un autre diagnostic aussi. C'est ça. Puis là, ça ajoute la complexité de la tâche. C'est là que ça ajoute une certaine complexité parce qu'on a des patients qui vont arriver avec des symptômes peut-être d'un début de Parkinson, mais ça va tellement être confrontant pour eux. Des gens de haut niveau très performants qui perdent 1% de leur performance, eux vont voir ça comme une perte significative de 40% de performance. Là, on tombe dans la catastrophisation, dans l'hypervigilance, puis ils vont se développer un TNF. Mais ce qu'on travaille, c'est pas nécessairement le 1% du Parkinson. On va aborder d'emblée le TNF aussi. Mais ça, faut le faire comprendre à nos patients. Faut qu'ils sachent qu'on a confiance en le diagnostic, qu'on a confiance d'être en mesure de les aider aussi, d'où l'enseignement aussi, parce que c'est pas toujours tout le monde qui se sent à l'aise là, avec ces patients-là. Mais moi, je dis toujours, pour revenir à la question initiale, 90% de la job est faite quand l'annonce est bien faite au patient et qu'il comprend. Tu vois, j'ai comme pas le choix de partager à la limite ce pourcentage-là dans la clientèle de douleurs chroniques que je vois, tu sais, dans le sens où peut-être, je sais pas si je dirais 90 pour ces gens-là, mais dans le sens que j'ai jamais vu, mettons, quelqu'un qui a vraiment une douleur incapacitante où son niveau de fonctionnement a vraiment été réduit de façon significative depuis longtemps. Quand je les évalue, je les vois. J'ai jamais vu quelqu'un s'améliorer de façon significative avant le moment où il est vraiment accepté et compris son diagnostic. Et ça l'incluait le fait qu'il n'y avait pas de pathologie structurelle grave qui était responsable de ça. Fait que des gens, par exemple, qui ont la croyance forte que c'est leur hernie discale L4 et 5 qui cause leur douleur, puis qu'à chaque fois qu'ils se penchent, c'est leur hernie qui comprime leur nerf puis qui fait mal. Ils s'améliorent pas tant qu'ils n'ont pas accepté que l'hernie discale ne cause pas leur douleur. Puis c'est pas pour dire que c'est dans leur tête, c'est simplement pour dire qu'il y a autre chose qui fait en sorte qu'il y a de la douleur. Il y a, par exemple, une surcharge de mouvement ou un mouvement qui a été trop sensibilisé. Fait que, bref, je partage ce phénomène-là, là, que les gens doivent vraiment comprendre et accepter leur diagnostic pour pouvoir aller mieux. Sinon, il y a trop d'inquiétudes puis encore trop de catastrophisation qui restent. On revient en fait aux croyances, puis à la culture. Ces symptômes-là sont tous modulables. Je sais pas si tu as vu l'histoire des gens qui faisaient l'étude avec des barres de fer très froides qui mettaient sur la main de 2 patients. Non. Donc, tellement froid que c'en était douloureux. Puis ils projetaient une lumière bleue à un patient, une lumière rouge à un patient. Puis la personne qui a de la lumière rouge a plus mal que la personne qui a de la lumière bleue. Donc, juste pour démontrer à quel point là c'est modulable puis qu'on est capable de travailler, mais l'enseignement fait partie vraiment de la solution. Ouais. Puis après, une fois que il y a acceptation du diagnostic, c'est souvent, il y a quand même un doute qui va rester. Il y a quand même, parce que les symptômes sont tellement présents, incommodants, souvent dérangeants, surtout les symptômes sensoriels, là, de TNF sensoriel. Les gens là, qui sont avec des vertiges et tout ça, les tremblements, le regard des autres, puis il y a je dirais un doute qui peut persister, qui est raisonnable, entre guillemets. Ouais. Dans le sens que leur demander de se jeter corps et âme à 100%... ça peut être difficile. Exact. Mais à partir du moment où on a quand même une confiance assez grande, on peut le travailler, même s'il reste quand même un doute. Et c'est en cours de route qu'on va le travailler. Ça va faire partie des interventions thérapeutiques. Puis, une chose qui est très bien au début, c'est qu'on dit, regardez, le doute, on le met dans une boîte avec un point d'interrogation. On va mettre un cadenas dessus, on va le mettre de côté. On ne l'oublie pas, on l'entend. Comme intervenant, il faut le recevoir, puis il faut valider ce doute-là avec la personne avec qui est devant nous. On le met dans une boîte, on ne l'ignore pas, on le laisse là, on le revisitera plus tard. Mais en attendant, on va s'activer. Et ça se peut que le processus de s'activer soit ce qui fait en sorte
que le doute raisonnable diminue. Exact. De la même façon que quelqu'un qui il garderait un 10-15% que c'est son hernie discale qui cause le problème, mais qui est capable de s'investir dans les comportements adéquats pour s'améliorer, mais en voyant l'amélioration, c'est une preuve tangible pour lui qui finalement peut s'améliorer, même si l'hernie est présente ou pas. T'sais. Exactement. Puis c'est là qu'on voit quand il y a réactivation, surtout reprise, des gens qui avaient complètement cessé le travail. Ouais. C'est les études et qui sont à la maison. Et là, il y a tous les rôles aussi. Les rôles auxquels ils ont été, qui ont porté, soit au niveau parents, faire les tâches parentales, un rôle de travailleur et tout. Ça aussi, ça vient ajouter tu sais, dans les facteurs autour là, qui rendent ça difficile. Mais si tu les remets en action et que tranquillement, pas vite, ils reprennent contact avec ces rôles-là par l'action, oui, il peut y avoir amélioration à ce niveau-là. Puis ce qui est important, puis c'est là l'importance du lien de confiance avec la personne, c'est qu'on n'attend pas que les symptômes soient partis avant de remettre en action. Exact, c'est ça. Puis même si les symptômes augmentent, ça peut arriver, c'est correct. On le sait, c'est pas anormal dans le processus, c'est drôlement incommodant pour les gens, mais il faut être rassurant, leur dire oui, ça peut arriver, on vient de déranger quelque chose. Exact. On perturbe un état qui est supposé être stable. Vous étiez habitué, vous avez compensé, vous avez évité pour être mieux, parfait. Mais là, ça c'était avant que vous avez le diagnostic. Là, vous l'avez, là on va se réactiver et puis ce faisant, on peut déranger les choses. Mm-hmm. Et c'est là que c'est un peu le travail de collaboration entre la personne et l'intervenant de vraiment arriver à encourager, continuer, ne pas lâcher. La grande partie du travail, si ça ne fait pas avec nous dans nos rencontres, c'est à la maison. Absolument. C'est entre les séances. Ça, c'est quelque chose. Puis c'est pour ça que c'est important que la personne soit prête à embarquer dans le processus de réadaptation. Parce que c'est pas un pique-nique. Non, il y a beaucoup de coaching là-dedans, d'accompagnement, de guide, mais le travail, on peut pas le faire comme intervenant en soi. On peut architecturer le plan de match, guider dans le plan de match, accompagner, mais c'est ça, il y a beaucoup de travail à faire par les individus. Oui. Pour compléter ce qu'elle disait, c'est sûr que notre objectif principal est le regain de la fonction aussi. Exact. Il y a des patients qui vont pas nécessairement avoir une disparition complète de tous leurs symptômes, mais ils sont retournés au travail, ils n'ont plus aucune limitation fonctionnelle. Ouais. Pour nous, c'est une réussite aussi. Absolument. Puis pour eux aussi. A priori, c'est ce qu'on souhaite. Le patient qui dit « je suis plus capable de faire ça », puis même avec les symptômes, il revient à faire tout ça. Ça veut dire que l'aspect de tout arrêter n'a pas nécessairement aidé non plus, finalement. Ouais. Absolument. Puis ça souligne encore l'importance d'établir, puis j'en ai parlé tellement souvent dans certains épisodes, d'établir des vrais objectifs de réadaptation. Parce que, tu sais, l'objectif de « je veux plus avoir d'engourdissement » ou « je veux plus avoir mal à l'épaule », oui, parce que c'est le symptôme qui domine, puis c'est ça qui occupe l'esprit des gens. Mais si on va plus loin puis qu'on est capable d'identifier mais qu'est-ce que ça empêche de faire qui est significatif pour cette personne-là, tu sais, quand la personne identifie que c'est vraiment le travail, tu sais, cette personne-là s'identifie comme travailleur puis ne peut pas subvenir à ses besoins, mais c'est bien plus fort quand on réussit à retrouver ce rôle-là que si on n'avait plus d'engourdissement, mais qu'on n'est pas capable de remplir ce rôle-là à nouveau. Tu sais. Fait que vous, j'imagine qu'un des gros travails au début, c'est de vraiment trouver c'est quoi les objectifs qu'on veut atteindre. Oui, clairement. Ça commence même avec les médecins. Là, elles vont vraiment s'assurer, OK, vos objectifs fonctionnels. Qu'est-ce qu'on veut accomplir ensemble? Oui. Et si la personne, déjà d'emblée, ne peut pas l'identifier, c'est comme, OK, on prend le temps, revenez nous voir dans 3 mois. Parce que des fois, ça peut prendre du temps à générer aussi, puis il faut y penser. Exact. C'est pas tous les patients qui sont référés vers physio-ergo après avoir rencontré les médecins. Il y en a qui sont pas prêts. Mm-hmm. Ils disent oui, je veux voir les médecins, mais finalement, ils sont pas nécessairement prêts à s'investir. Un patient qui est pas capable de répondre à la question « Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie si on enlève vos symptômes? » Pourtant, on s'attend à ce que ça soit quelque chose de « je vais reprendre le travail, je vais recommencer à avoir une vie active. » Je sais pas, je suis bien dans ce que j'ai en ce moment. Déjà, ça a un aspect motivationnel, fait que c'est souvent ces patients-là qui vont peut-être
revenir un peu plus tard. Ouais, des fois, on a besoin de temps pour trouver c'est quoi les éléments significatifs que ça va changer à leur vie. Ouais. Qu'est-ce qu'on connaît à ce jour de ce qui explique le TNF? Tu sais, si on parle de pathophysiologie, est-ce qu'on a des pistes à savoir les mécanismes qui expliqueraient ça? C'est sûr que faut savoir que on l'a abordé, c'est beaucoup plus présent qu'on pense. Ouais. OK? Sur une unité de neurologie, là, ça serait environ 15% de la clientèle. C'est pas les 15% qui va recevoir le diagnostic adéquatement, mais c'est à peu près 15%. Donc, c'est quand même une grande partie de notre clientèle. Puis c'est à peu près, pour faire la comparaison, là, 6% qui est la sclérose en plaques. On s'entend qu'il y a quand même un clash, puis on entend beaucoup plus parler d'un diagnostic versus l'autre. Donc, c'est un diagnostic qui est bien présent en épilepsie. Ça peut aller jusqu'à 25%. Donc, qui sont des pseudo-crises, comme on disait, qui ne sont pas... C'est des crises convulsives, mais qui sont pas nécessairement de la véritable épilepsie. Donc, c'est sûr que, comme on disait, avant, on allait chercher un trauma et tout ça pour expliquer un peu ce déclenchement-là. Maintenant, on travaille beaucoup en facteurs, avec des facteurs prédisposants, des facteurs précipitants, puis des facteurs perpétuants. C'est beaucoup ça qu'on va aller chercher. Oui, il peut y avoir des histoires d'abus, des choses comme ça dans les facteurs prédisposants, mais il y a beaucoup de gens qui vont avoir été victimes d'abus qui ne vont pas développer un TNF non plus. Fait que c'est pour ça que ça a été un peu mis de côté. On regarde beaucoup les facteurs précipitants. Donc, qu'est-ce qui peut être un déclencheur? On a des patients qui peuvent avoir une faiblesse complète de la jambe, qui commence avec un déclencheur d'une entorse de cheville. C'est juste, ça a été un peu la goutte qui fait déborder le vase, puis qui fait sortir les symptômes, mais ça sera apparu un mois plus tard dans une autre circonstance. Donc, il y a des facteurs précipitants comme ça, puis il y a les facteurs perpétuants aussi. Puis je pense que tu pourras revenir, Delphine, je pense que c'est beaucoup cet aspect-là qu'il faut qu'on travaille avec nos patients. Si on veut, qui réussisse à sortir de cette crise-là, puis que ça ne revienne pas aussi. Parce que qu'est-ce qu'il y a au quotidien? Qu'est-ce qui fait que les symptômes perpétuent dans le temps? Ouais. C'est quoi justement ces facteurs-là? Ben, je dirais, tu sais, à la base, tout le monde peut développer le TNF. On voit par contre que il peut avoir chez les gens qui sont un petit peu plus de difficultés avec l'anxiété, le stress, tolérer l'incertitude, tolérer l'ambiguïté, ça peut être des facteurs qui vont venir au niveau prédisposant, mais encore une fois, c'est pas des conditions qui sont nécessaires au développement du TNF. Il peut ne pas avoir ça. Tu peux avoir quelqu'un qui se décrit pas comme étant anxieux, qui se décrit pas comme étant inquiet pour le futur, qui peut développer le TNF. Mais on voit certains profils. C'est un facteur de risque. C'est ça. C'est un terrain fertile, que je dirais. La même chose pour les traumas. Maintenant, tu n'as pas besoin d'avoir eu un trauma pour avoir un TNF, comme Pierre-Luc l'a mentionné. Ouais. Ça reste que c'est un terrain fertile s'il y a eu trauma dans l'enfance, tôt dans le développement, puis développement jeune adulte, mais c'est pas quelque chose qui est essentiel. Donc, puis après, les stresseurs de la vie aussi, ça aussi, ça peut être des facteurs perpétuants. Et on ajoute beaucoup maintenant là, toute la pression des médias sociaux, Dr Google, l'accessibilité à l'information, ce qui est génial parce que plus la personne est informée, plus elle comprend, puis elle a des chances d'avoir une meilleure compréhension sur ce qui se passe, mais l'information n'est pas nécessairement filtrée sur le net. On a plusieurs exemples récents là-dessus, mais donc, toute cette information-là, tu peux, si tu veux avoir une explication à ton symptôme, tu vas la trouver. Ouais. Et on peut aussi trouver celle qui plaît à notre esprit dans tous les cas. Exactement. Et là, on vient on est dans le processus de production au niveau des prédictions, des a priori. Ça vient confirmer quelque chose que tu pensais, donc c'est vrai, ça vient de le faire grandir. Et là, ça, c'est des facteurs là, qui perpétuent là, et puis qui peuvent contribuer à la mise en place. Ouais. Mais oui, tu allais compléter.
moi, je décris souvent quand je l'explique à mes patients un peu le principe de l'effet nocebo. Hein? On connaît tous l'effet placebo. Si on croit à un médicament ou à un traitement, des choses, ça peut nous aider. L'effet nocebo existe aussi. Donc, c'est à l'inverse. Si je prends, par exemple, un patient qui veut vraiment pas tel médicament qu'un médecin va lui prescrire, il lit toute la liste d'effets secondaires, il revient en une semaine, il dit « Regardez, j'ai eu tous les effets secondaires de votre médicament, je savais qu'il fallait pas que je l'aille. » Donc, c'est un peu ce principe-là. Donc, on voit beaucoup ça dans le développement du TNF, dans la physiopathologie. Des fois, on a un patient qui a un simple petit symptôme qui, normalement, devrait être perçu comme normal, mais dans certaines conditions, des fois, en période de stress, des choses comme ça, ce symptôme-là va être perçu comme négatif, comme néfaste. Oh, il y a quelque chose qui se passe de grave. On va augmenter la vigilance par rapport à comment on soit, comment on perçoit notre corps. On va tomber dans « Ah ben là, faut que j'arrête ces activités-là. Ça me fait déclencher ça. » Hypervigilance, catastrophisation, évitement. Puis là, on tombe vraiment dans ce cercle vicieux-là. Puis c'est tout à ces endroits-là qu'on vient travailler. Faut savoir, je pense dans ta question aussi, avec qu'est-ce qu'on sait aussi dans le TNF, c'est sûr qu'il y a de plus en plus aussi d'études qui se font au niveau de l'imagerie. Parce qu'on sait que si je passe une résonance magnétique, des scans, tout est négatif. Ouais. Au niveau des études, il y a de plus en plus l'utilisation de la résonance magnétique fonctionnelle. Ouais. Donc, des patients qui, pendant, font des tâches, vont avoir des résonances magnétiques pour savoir qu'est-ce qui s'allume au niveau cérébral. Puis, ça revient un peu rechercher l'explication il y a un problème de logiciel. Parce qu'effectivement, ce qu'on remarque dans les résonances magnétiques, c'est qu'il y a l'influx nerveux, ce qui s'allume est différent chez un patient TNF. Le cerveau est différent qu'un cerveau qui pourrait fonctionner, ce qu'on dirait normalement. Ce qu'on voit, exemple, si le patient qui a l'idée de bouger son bras, normalement, il y aurait l'idée, ça irait vers le cortex moteur, ça descendait vers le bras. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que le système limbique est un peu impliqué là-dedans. Mais le système limbique, c'est notre système émotif. L'amygdale droite est plus hyperactive chez ces patients-là, qui est notre centre de la peur. Ou à l'inverse, les gens qui ont des tremblements fonctionnels, on voit que je pense que c'est le thalamus gauche qui est stimulé. Donc là, c'est sûr qu'il y a des questions. Regardez, effectivement, ce qui se passe dans votre cerveau est différent. Le problème, c'est ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce que c'est là de naissance, puis ça a été un facteur prédisposant à développer un TNF, ou encore par apprentissage moteur, les patients ils ont développé un TNF, puis l'influx nerveux comme en plasticité neuronale qu'on voit avec d'autres clientèles, que ça s'est développé. Fait que ça, on le sait pas encore au niveau de la littérature, fait qu'on peut pas se baser uniquement là-dessus, mais on sait que le cerveau s'active peut-être de façon différente, mais c'est l'œuf ou la poule aussi. On ne sait pas si c'est une conséquence ou si... Absolument. Puis, il y a des parallèles avec ça parce que pour m'être intéressé beaucoup à comprendre certaines comorbidités aux douleurs chroniques, ne serait-ce que l'anxiété, les symptômes dépressifs, des choses comme ça, on sait que les cerveaux des personnes qui codent vraiment pour un trouble anxieux, mais sur IRM fonctionnel, fonctionnent différemment que d'autres cerveaux. Puis même dans la littérature des commotions cérébrales, les gens qui ont des symptômes persistants ou même les gens qui ont une seule commotion, on voit que l'IRM fonctionnel du cerveau, il y a des choses qui sont différentes dans justement le software, donc la façon que c'est programmé. Fait que c'est intéressant de comprendre ça. Puis ça, on n'a pas accès à ça. C'est vraiment des IRM qui sont utilisés en recherche. Là. Mais ça donne un peu... ça peut mettre un peu du concret à comprendre, à expliquer qu'est-ce qui ferait en sorte... qu'est-ce qui ferait en sorte que le cerveau fonctionne différemment. Et dans les interventions, concrètement, on a déjà fait un survol un peu de certaines interventions. Y a-t-il des choses, des principes clés dans vos interventions respectives qu'on n'a pas abordées pour gérer justement les champs d'expertise respectifs que vous avez? Je peux peut-être commencer, vu que souvent, nous, on se relie. C'est sûr que quand mes patients commencent avec moi, je leur dis d'emblée que c'est pas nécessairement ce à quoi ils s'attendent quand ils viennent voir un physiothérapeute. Je suis loin de la thérapie manuelle, je suis loin du renforcement. Donc, c'est sûr que moi, je travaille de façon très ludique, très en fonctionnel avec les patients, en tâches. Je fais des jeux, je joue, je bouge avec ces patients-là. Pourquoi? Parce qu'on veut revenir sur le fait qu'on veut distraire nos patients. Je veux les amener à l'extérieur de leur perception habituelle. Donc, j'ai besoin de déconstruire ça. Pour le faire, j'utilise beaucoup la double tâche, le jeu. Puis, je vais beaucoup ensuite me servir de l'enseignement. Selon moi, je dis souvent que
c'est mon savoir-être qui est peut-être un peu différent que ma job de physio en tant que tel, parce que l'explication que je vais amener au patient, comment je vais aborder le TNF, comment je vais lui démontrer les incongruences, c'est là que la thérapie va se faire. Ouais. Donc, mon but, c'est d'aller complexifier mes interventions, parce que dans ces moments-là, les patients se régularisent, les automatismes ressortent un peu plus, puis je vais ensuite déconstruire ça vers de plus en plus simple. Donc, être capable de revenir à marcher simplement et non en le faisant en jouant au hockey ou avec un cône sur la tête. Donc, je vais me servir de ça pour revenir à plus simple. Donc, beaucoup cette distraction-là. Ouais. Je veux beaucoup défaire les appréhensions. On revient beaucoup là-dessus. Si mon patient il est persuadé qu'il va tomber ou persuadé qu'il n'est pas capable de faire les choses, des fois, je vais aller chercher certains automatismes pour démontrer les capacités au patient, puis lui redonner confiance, comme tu dis un peu en douleur chronique. Parce que moi, mon rôle, c'est de casser au maximum le rôle du malade. Démontrer au patient qu'il a un contrôle sur son corps, que les capacités réelles sont toutes présentes. Donc, je reviens souvent à distraction, appréhension. J'utilise les miroirs, j'utilise la vidéo pour démontrer au patient qu'il est capable de faire les choses puis qu'il se voit le faire. C'est très, très, très perceptuel, hein, le TNF. Donc, les patients sont persuadés qu'ils sont pas capables de faire des choses alors que souvent, ils ont même jamais retenté depuis le développement des symptômes. Ouais. Utiliser le tapis roulant, faire courir des patients. Ils se disent pas capables de marcher puis on les fait courir, finalement, ils courent mieux qui marchent. Je leur fais transporter une balle, la balle tombe au sol, ils se penchent spontanément parce qu'ils sont un peu compétitifs pour la rattraper puis continuer, alors qu'ils me disent que ça fait 20 ans qu'ils ne se sont jamais penchés puis qu'ils peuvent pas faire des courses. Puis là, après ça, avez-vous remarqué ce qui s'est passé? Non. Ben, vous êtes penché. Ben non, je suis pas capable de me pencher. Ben oui, vous êtes penché, la balle est tombée. Ben non, c'est pas moi qui l'ai ramassée. Oui, c'est vous. Au niveau perceptuel, là, c'est tellement confrontant pour Absolument. eux. Ils ont tellement... Puis, tu sais, il y a des belles études pour ça. Ils avaient pris les gens avec des tremblements fonctionnels, puis ils avaient pris... je fais une petite parenthèse. Ben oui, on y va. Tremblements fonctionnels, puis ils leur avaient mis des ActiWatch à ces patients-là, puis ils avaient demandé, comparativement à des tremblements parkinsoniens, combien de temps vous pensez que vous avez tremblé dans votre journée? Les gens qui avaient un tremblement parkinsonien, ils disaient « Ah ben j'ai tremblé peut-être 80% de ma journée », puis finalement, les données, c'était en moyenne 60%. Oui, c'est ça. Puis les gens qui avaient un tremblement fonctionnel disaient qu'ils avaient tremblé plus de 10 heures, là, plus de 80% de leur journée, alors qu'ils avaient tremblé environ 1 heure dans leur journée. Donc, il va y avoir une perception surdimensionnée du symptôme, parce que c'est ça qui occupe beaucoup l'esprit. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je vais utiliser même les miroirs, la vidéo pour leur démontrer, regardez, debout, les yeux fermés, ils bougent à peine, puisqu'il y a une réaction normale. Moi, en tant que physiothérapeute, je vois une réaction normale d'oscillation posturale. Puis là, je leur demande à eux de se dire comment eux, ils sentent qu'ils bougent. Puis là, ils miment ça bouge de gauche à droite, alors que sur vidéo, je leur démontre que ça bougeait pas beaucoup puis que leur réaction était normale. Juste pour aller casser un peu ces perceptions-là que les patients ont, casser cette appréhension-là que les patients vont avoir. Je minimise beaucoup les transitions. Ça a l'air banal, là, mais pour aller chercher nos automatismes, il faut casser les transitions. L'exemple que je donne souvent, c'est se lever debout puis marcher. Si toi puis moi et Delphine, on se lève, on veut aller à la porte, on se lève, on est déjà en train de marcher. Mais nos patients, eux, ce qu'ils vont avoir fait, c'est qu'ils ont cassé ces automatismes. Ils vont se lever debout. Ensuite, ils vont marcher ou même, ils vont arriver à l'escalier, ils vont prendre une pause de 5 secondes avant l'escalier alors qu'ils se disent « Ah, ben, je suis pas capable de marcher ». Puis ensuite, ils vont essayer de les faire. Ben, moi, je casse ces transitions-là. J'utilise beaucoup la musique, le métronome. Donc, on va marcher au son d'un métronome. Puis, rendu à l'escalier, on garde exactement le même rythme du métronome dans l'escalier. Puis, hop, ils se rendent compte qu'ils sont tellement concentrés sur mon métronome qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils montaient l'escalier. Puis, hop, fait que là, je leur reviens à regardez, vous êtes capable de faire les choses, on reprend confiance, on casse le rôle du malade. Plus le patient se rend compte de ses capacités, moins il est stressé par ses symptômes. Moins il est stressé par ses symptômes, plus ils ont tendance à s'apaiser, à disparaître. Donc, c'est beaucoup... Puis, avant d'aller à Delphine pour qu'elle complète avec ça, le point clé que je remarque là-dedans, c'est faut qu'il y ait faut comme remettre à jour les prédictions. Faut remettre à jour ce que la personne pense qui va arriver. Fait qu'il faut qu'il y ait une boucle de rétroaction. Dans le sens qu'il faut, il faut
que ce qui se passe ne soit pas ce que la personne s'attendait à ce qui se passe. Il faut, j'ai pas le bon terme, là, mais la violation de l'attente. C'est ça que je veux dire. Donc, la personne s'attend à ne pas être capable de faire X ou Y. Puis je pense qu'il y a beaucoup ça aussi en psychothérapie, dans certaines croyances, entre autres thérapie cognitivo-comportementale, puis même en douleur chronique. La personne doit arriver au point où elle est capable de dire, ben, d'habitude, pencher fait mal. Mais là, pencher n'a pas fait mal. Ça viole l'attente que j'ai. Donc, il faut que je remette à jour ma prédiction que pencher est supposé faire mal. Donc, il y a beaucoup de ça. Et j'ai l'impression que pour que ça vive un succès, ça prend ça. Donc, toi, ton travail, c'est pas juste que la violation de l'attente se fasse, c'est d'amener la conscience au patient pour qu'il le réalise et qu'il soit quand même lui-même de mettre à jour sa prédiction. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Oui, en fait, tout est dans l'enseignement. Puis on revenait au principe de coach. Les patients, à la fin, s'ils me disent, mais j'ai absolument rien fait, je vous ai dit des choses, je vous ai fait faire des choses, moi, j'ai absolument rien fait. Puis tout est dans l'enseignement. J'utilise souvent mon garçon ou ma fille comme exemple avec mes patients. Je leur dis, si mon enfant tombe dans la ruelle puis son genou, il saigne, il va continuer à jouer. S'il se rend compte que son genou, il saigne, là, il s'en rend compte, qu'est-ce qui va se passer? Il va se mettre à avoir mal, puis il va se mettre à boiter. Pourquoi? Parce qu'il a la croyance que ça saigne, donc ça fait mal. Si j'ai mal, je boite. Si je dis à ma fille ou mon garçon, arrête, c'est dans ta tête, arrête d'y penser, continue à courir, c'est dans ta tête, ça fonctionne pas. Mais si je le fais rire, si je le distrais, si je me cogne la tête sur le mur pour y changer les idées, puis on continue à jouer au ballon pour se rendre compte que finalement, c'est exactement ce que je fais avec mes patients. Je diminue l'anticipation, puis je remonte l'input sensoriel. Fait que Parce qu'il y a même beaucoup ça en préparation mentale dans le sport, dans l'anxiété de performance, puis toutes le fameux, ce qu'on appelle j'aime pas le terme, mais le choking, les gens qui auraient de la misère à performer un moment X super important, mais ça vient beaucoup avec des croyances, entre autres, fait qu'il y a des choses à déconstruire là-dedans. Je voyais Delphine sourire beaucoup dans mon résumé de l'explication. Là. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, puis qu'on fait souvent les parallèles. Quelqu'un qui il se dit tellement, faut pas j'oublie mon texte, il oublie son texte, c'est sûr, il s'est tellement mis cette pression-là, fait que c'est ça qu'on veut déconstruire beaucoup durant nos interventions. Et dans tes interventions, il doit y avoir beaucoup des concepts, même que Pierre-Luc utilise dans la réadaptation qu'on pourrait appeler physique pour la réadaptation fonctionnelle que tu fais, ou même, je ne sais pas si tu fais de la psychothérapie aussi avec des patients. Oui, ben c'est ça. C'est pour ça que je souriais. T'illustrais super bien une stratégie d'intervention de la TCC, de la thérapie cognitive comportementale, qui est hyper puissante. C'est de justement venir violer les expectations. Là, c'est le mauvais... expectation, les attentes. Violation des attentes. Violation des attentes, pardon. C'est hyper puissant au niveau de l'apprentissage, en fait, selon la recherche là, en TCC, parce que, justement, ça vient faire un peu comme un court-circuit. Moi, c'est comme ça que je le présente aux gens. C'est-à-dire, on va aller faire un court-circuit. On va aller vous surprendre. Et cette surprise-là va venir faire un apprentissage plus fort, qui va aussi perdurer dans le temps plus. Et puis, donc, en ergo, quand on commence, moi, je vais suivre Pierre-Luc, la personne va partir de physio la semaine suivante, idéalement, va venir en ergothérapie. On essaie de ne pas avoir trop de semaines entre nos deux disciplines. Il y a du temps restreint. Là. Exactement, pour prendre la balle au bon, pour avoir le momentum. Et puis, ce qui va avoir été débloqué en physio, donc, ces réalisations-là sur les mouvements maintenant qui sont possibles, dans des tâches très contrôlées, je te dirais, et très isolées en termes de mouvement et en termes de tâches, mais là, l'ergo le prend puis le met dans le quotidien de la personne en fonction de ses objectifs fonctionnels. Ouais. Et là, c'est de dire, les stratégies que vous avez commencé à avoir en physiothérapie, maintenant, on va les appliquer dans votre quotidien. Donc, la même chose avec la distraction, avec faire les choses sans porter attention aux symptômes, mais porter attention à la tâche. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Utiliser aussi souvent un peu de pleine conscience, de se ramener dans le moment présent. Donc, de ne pas aller dans les anticipations et de ne pas aller dans le passé non plus. Revenir dans le moment présent.
beaucoup regarder les modes opératoires. Les gens vont avoir développé des compensations, soit vont aller plus vite, moins vite, s'appuyer. Là, on va tout regarder ça dans l'analyse d'activité dans un premier temps, puis regarder, ben la personne travaille tellement vite pour être efficace, ça arrive souvent, qu'elle va, mettre de l'avant des patrons moteurs qu'on veut défaire, qui sont anormaux. Par exemple, va utiliser la main d'une façon à travailler super vite, mais n'aura pas les mêmes prises de préhension. Elle va avoir une prise de préhension qui est pas la tridigitale ou qui est pas la pince fine, mais ça va aller plus vite parce elle veut gagner en efficacité. Fait qu'on va ralentir le mouvement, on va ralentir les modes opératoires. C'est plus long, c'est plus frustrant, les gens en font moins, mais là, on remet de l'avant les modes opératoires normaux, les mouvements normaux, puis on se centre sur la tâche. On se centre plus sur le symptôme, puis on utilise la distraction, un peu comme ça avait été fait aussi en physio. Puis ça, c'est le bout plus ergo. Puis parallèlement à ça, ben, quand il y a la possibilité de faire de la psychothérapie avec la personne, ben à ce moment-là, on va venir challenger les croyances de manière beaucoup plus approfondie, je te dirais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire de vous? Qu'est-ce qui est anticipé? À quoi ça vient rattacher? Qu'est-ce qui est la signification de la maladie? Qu'est-ce qui est la signification du symptôme? Là, on va aller plus loin. Puis on va pouvoir faire justement identifier c'est quoi les attentes et venir créer des expériences comportementales pour venir faire la violation de ces attentes-là. Puis une expérience, dans le sens que ce soit expérientiel et contradictoire en même temps. Donc, la personne vit quelque chose qui est contraire à ce qu'elle croit. Oui. Et ça permet de mettre à jour la croyance ou l'attente, justement. Oui. Puis dans la partie de la psychothérapie, c'est qu'on va clairement identifier quelle est l'idée qu'on va tester. Et elle va être clairement travaillée avec le patient. Donc ça, c'est le bout un petit peu plus de la psychothérapie. C'est on va tester une idée, une hypothèse, puis on va créer une expérience comportementale, une situation qui va permettre de venir l'invalider. Invalider ce que la personne a prédit ou invalider ce qu'elle aura prédit en termes de sa réaction. Parce que c'est deux choses. Oui, peut-être que je vais trembler, mais il y a une autre prédiction qui vient avec ça. C'est je vais avoir l'air fou, les gens vont rire de moi. Et ça aussi, ça maintient le cercle. Alors, peut-être qu'on va dire, OK, mais on va aller faire une expérience qui va dire, on va prédire vos réactions et les réactions des gens. Puis on revient la semaine suivante. Mais finalement, il n'y a personne qui a ri. Finalement, personne ne m'a regardé. J'ai peur de rentrer dans un magasin parce que je tremble, je marche tout croche. Tout le monde va me regarder. OK, on va regarder ça. Vous allez aller dans le magasin puis notez qui vous regarde. Alors, on se rappelle, c'est tout le monde me regarde, 100% des gens. OK. Finalement, combien vous ont regardé? Bon, il y en avait 3-4. Il y avait juste 3-4 personnes dans le magasin? Non, il y en avait une centaine. Mais il y a juste 3-4 qui ont regardé. Alors, c'est pas tout le monde. Ça baisse. Ça baisse le stress, ça baisse l'anxiété. Fait qu'on va aller regarder. Donc, il y a comme étape par étape, on est capable de travailler ça. On va regarder les biais cognitifs, le tout ou rien, la pensée dichotomique, le blanc et noir, les sauter aux conclusions. Toutes ces choses-là qu'on voit, qui sont plus les schémas cognitifs qui s'activent, qu'on a tous, tout le monde, mais qui vont s'activer de manière plus forte quand, justement, il y a avec le TNF, quand on anticipe et on prédit. C'est souvent un peu du tout ou rien, du blanc ou noir. Et ça se comprend, c'est parti de quelque chose où les gens ont été comme « j'allais bien, je vais plus bien ». Et souvent, ce qu'on va remarquer quand les gens viennent nous voir, ils se disent, bon, on va dire, qu'est-ce qui se passe, comment tout ça a commencé. C'était le 4 septembre 2018 à 10h15. Ouais, ça c'est... Ouais. C'est encore très, très ancré. Pourquoi? Parce qu'il y a eu comme un... Il y a un avant-après. C'est un événement marquant. Il y a complètement un avant-après. Tu le dis super bien. Puis en ergo, quand on fait notre évaluation fonctionnelle, justement, on dit
OK, maintenant, c'est quoi notre date? On va notre ligne de temps, puis quand on bâtit nos objectifs fonctionnels, c'est de dire, on va essayer de revenir à avant, on va revenir au 3 septembre. C'est ça qu'on va viser. Puis on demande aux gens, comparativement au 3 septembre, maintenant, vous êtes à combien de votre fonctionnement? Est-ce que vous êtes à 100% ou 0%? Puis déjà là, on commence un processus de dire, de remettre un peu les pendules à l'heure. Mm-hmm. On n'est pas à 0. Vous êtes devant moi, on n'est pas à 0. Mais vous n'êtes pas à 100%, vous n'êtes pas au travail. OK, on est où? Puis on va prendre ce chiffre-là, puis on va le garder en tête, puis on va le comparer aussi à la fin. Ça, c'est des évaluations très subjectives. Il y a des évaluations aussi un petit peu plus objectives avec des données qu'on va prendre. Mais ça, c'est l'évaluation. Là. C'est pas standardisé du tout. C'est pas dans des recherches. C'est pas un test. C'est vraiment comme plus au niveau de l'évaluation de ce qu'on va faire. Mais tu vois, il y a ça dans l'historique que je fais de beaucoup de personnes en douleur chronique où la première chose, quand je vais leur demander de me raconter l'histoire, c'est en 79, j'ai un accident d'auto. Tu sais, ils vont partir avec l'élément qu'ils croient étant l'élément déclencheur de tout ça. Fait que des fois, ils font venir à ça pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a autour. Ou ils vont dire, ben, depuis que je suis jeune, j'ai une scoliose. Tu sais, ils sont rendus à 50, 60 ans, mais ils partent avec cet élément-là. Fait que moi, ça m'amène beaucoup d'informations à savoir, y a-t-il des croyances en lien avec la persistance de la douleur? Ou, tu sais, depuis que je suis adolescent, on m'avait diagnostiqué une jambe plus longue que l'autre. Donc là, tu sais, fait que tu vois un peu, fait que il y a des choses qui... C'est une recherche d'explication aussi. Exactement, aussi, la recherche de qu'est-ce qui fait que je suis en douleur. Je sais pas si, oui. Ben en fait, juste pour deux choses, tu sais, pour revenir, sur ce que tu dis à l'instant, une des premières choses que j'ai appris en travaillant avec cette clientèle-là, c'est un peu de remettre en doute la liste d'antécédents puis de conditions associées, parce que oui, il arrive souvent avec une date précise, mais finalement, quand on regarde les antécédents, le tableau était déjà là, tu sais, investigué à l'âge de 18 ans pour des douleurs abdominales, étiologie indéterminée, a déjà consulté à l'urgence pour des engourdissements d'une jambe qui ont duré 2 mois, étiologie indéterminée, connu pour des crises de panique, crises d'anxiété. Souvent, ce qu'on se rend compte, c'est un peu ce tableau-là se tramait déjà comme ça, puis là, un moment donné, dans le sens que ce que les gens vont dire dans leurs antécédents comme étant marquants va t'intéresser pour comprendre qu'est-ce qui pourrait être leur croyance associée à ça ou qu'est-ce qu'eux voient comme étant important, mais que ça se peut que toi, ce soit autre chose qui t'intéresse pour trouver l'explication. Ça, puis des fois, on va faire des liens au niveau des facteurs perpétuants, des facteurs précipitants puis prédisposants. Finalement, il y a toujours un précipitant qui se ressemble à tous ces éléments-là ou des choses comme ça. Puis pour revenir aussi de façon générale sur les traitements, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de littérature sur le sujet. TNF en tant que tel, c'est depuis 2015 à peu près que ça se retrouve en littérature. Avant, oui, on parlait de troubles à la marche psychogénique, des choses comme ça, mais la définition en tant que telle. Mais beaucoup de moi, de la façon que je travaille, ça vient d'un consensus qui a été fait en 2013. Il y a quand même plusieurs experts qui se sont mis ensemble, neuropsychiatres, physio, il y a quelques-uns, puis ont mis par écrit. Il n'y a pas beaucoup d'études, mais moi, je travaille de cette façon-là, ça fonctionne. Moi, je travaille de cette façon-là, ça fonctionne. Puis en 2013, ils ont publié ça. Il y a une version courte, une version longue. Donc, pour les professionnels, moi, ça demeure un peu ma Bible. Là. Même récemment, tous les congrès, c'est encore très, très, très d'actualité. En attendant qu'on ait plus d'évidence qui nous enligne vers une direction X. C'est ça. Il y a en ce moment une étude juste physio randomisée qui a lieu au Royaume-Uni sur physiothérapie versus physiothérapie spécialisée en TNF sur les troubles moteurs uniquement. Mais quand même, j'ai bien hâte d'avoir ça. Il y a eu des délais à cause de la pandémie. Mais le même genre de consensus aussi a été fait en ergothérapie, puis plus récemment même en orthophonie pour les troubles. Parce que là, on l'aborde pas aujourd'hui parce malheureusement, on n'a pas d'orthophoniste dans notre équipe. On croise les doigts que ça s'en vienne prochainement, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à ce niveau-là. Eux aussi ont un consensus. Donc, s'il y a aussi des professionnels qui écoutent, on se base quand même, pas juste sur notre expérience personnelle, mais sur des choses qui ont été faites, puis on agrémente ça un peu de plusieurs années à travailler avec cette clientèle-là. Il n'y a pas de protocole. C'est ça. Tu n'as pas comme un protocole de retour à la marche, un protocole de retour à la course. On a beaucoup moins de littérature que l'arthrose du genou, mettons. Exact. C'est un sujet qui est difficile, on comprend, à étudier puis à valider en recherche aussi, étant donné la complexité puis tous les facteurs qui se greffent autour du TNF. Donc, c'est pas évident, mais c'est ça qui fait que c'est stimulant aussi. Absolument. Parce que c'est novateur.
c'est quelque chose là, qui est en train de se bâtir, qui est en train de se construire. Donc, pas de protocole, mais des consensus écrits, puis oui, on va se coller à ça. Et puis, de plus en plus, là, dans les formations qui sont disponibles, on voit là, la part de la réadaptation parce que, en fin de compte, le traitement pour le TNF, c'est la réadaptation. Ouais. J'ai l'impression qu'avec ce type de clientèle-là, il doit avoir des fois ce qu'on appelle des success stories, là, des cas cliniques spectaculaires, vraiment des beaux succès. Évidemment, en restant dans toute la confidentialité là, des patients, y a-t-il une histoire ou un cas clinique qui vous a marqué, qu'on peut décrire brièvement, puis qu'avec une intervention adaptée au TNF, on a eu un résultat spectaculaire? Sans rentrer dans les histoires, parce qu'on a eu toutes sortes de choses. On a eu des cas à flyer, on a eu vraiment des choses intéressantes dans les dernières années. De façon générale, ça m'est quand même arrivé souvent. Il faut savoir, dans le format qu'on décrit, moi, je vois les patients 6 séances. Là, une évaluation, 5 traitements. C'est tout sur 3 semaines. Il m'était... Pas pour dénigrer le travail de mes collègues et tout ça, mais j'ai eu des patients qui ont fait 1 an de réadaptation, qui ont fait des semaines et des séances et des séances et des séances de physio, de réadaptation, dans des programmes de réadaptation ou au privé pendant des années, sans grand succès. Puis ben après 3 de mes séances, ils reprennent le sport, puis ils reprennent... Mais tu sais, puis encore là, c'est pas pour dénigrer, je pense que c'est juste l'approche de comprendre ce qui se passe, puis de l'expliquer au patient. Ça vient tellement casser le rôle du malade. Fait que ce lien thérapeutique-là joue beaucoup sur... Des cas comme ça, on en a. Et on peut pas voir ce qu'on connaît pas non plus. C'est difficile de reconnaître quelque chose quand on le sait pas. Puis tu sais, juste avec la conversation d'aujourd'hui, j'ai des cas cliniques dans ma tête que je sais qui peuvent être pris en charge différemment. Puis des fois, c'est juste... sans que ce soit un TNF, une partie du tableau. Moi, je fais souvent un lien avec le syndrome post-chute. Quelqu'un qui a tellement peur de tomber que quand il se lève, il rétropulse. Mais cette rétropulsion-là, elle est fonctionnelle. On va l'aborder. Il va tomber vers l'arrière. C'est ça. Fait qu'on va l'aborder un peu de la même façon. On va le distraire. On va l'amener à être démontré qu'il est capable de... Fait qu'il faut pas non plus penser que, moi, j'ai pas cette clientèle-là. On en a tous un peu plus. C'est ça. Clairement. Plus qu'on pense. Fait que oui, c'est vraiment... Ouais, puis c'est pour ça qu'on c'est vraiment que tu nous donnes l'occasion là, de venir en parler. C'est génial parce que il y a des choses à faire. Absolument. Et puis il s'agit d'avoir les connaissances, puis après ça, les intervenants, ils vont pouvoir travailler et puis faire évoluer les gens avec un TNF. Donc ça, c'est un aussi des mandats de la clinique, c'est de faire diffuser cette information-là le plus possible. Puis éventuellement, on n'en parle pas encore dans nos cours à l'université. Ouais, c'est fou ça. En ergothérapie, en physiothérapie. Ouais. Il y a eu une cohorte, on le sait parce qu'on a une doctorante qui travaille en neuropsychologie avec nous. Sa cohorte a été la première formée l'année passée, si je me trompe pas, au TNF, un cours de même pas 3 heures. Ouais. C'est pas encore abordé dans les milieux universitaires, en tout cas pas à ma connaissance à l'Université de Montréal. J'ai pas regardé pour les autres universités, mais et c'est quelque chose il faudrait ajouter au programme. Là, c'est sûr que moi je suis un peu... Je pense au cours de neuro avancé en 4e année à l'Université de Montréal, en tout cas, ça pourrait être pas pire, un cours avec Pierre-Luc là-dessus. Moi, je suis un peu vendue. Là-dessus, hein? Ben, c'est ça. Il y a des approches qui ont déjà été tentées, qui étaient infructueuses à ce moment-là, peut-être. Mais on va recogner à la porte. Ça viendra, je suis confiant. Mais diffuser l'information, ça, c'est clair que... Oui, absolument. Ben, c'est important. C'est sûr que nous, on a l'appui du corps médical aussi, ce qui nous aide dans le format de notre clinique. Parce que souvent, c'est à l'inverse, c'est ce qui est déploré. Nous, on fait de plus en plus de formations. Il y a de plus en plus de professionnels qui apprennent, puis qui sont en centre de réadaptation, puis qui disent... Je suis sûr à 100% que mon patient, finalement, il est rentré pour un AVC, mais c'est un TNF, mais c'est pas lui qui peut poser le diagnostic. Moi, je leur dis quand même de travailler avec cette approche-là avec les patients. Ben oui, parce qu'on travaille les symptômes de toute façon. C'est ça, on peut quand même. C'est sûr, des fois, ils trouvent ça bizarre de cette façon de travailler-là, mais on peut quand même les aider. Mais c'est vrai que ça prend de l'enseignement aussi au niveau du corps médical pour le diagnostiquer. Puis on reste avec les vieux préjugés que
ah ben d'un coup que je manque quelque chose, ou je Mhm. veux pas poser, c'est trop confrontant, je suis neurologue ou je suis médecin de famille, je veux pas. Ouais. Mais finalement, comme je disais, il y a pas tant de mauvais diagnostics que Ouais. ça. Avant de conclure, j'aurais un dernier point. Je voulais faire un tour de table rapide, là. Moi, on a parlé de croyance, j'ai la croyance que une grande partie, si on parle de ce qui est mon expertise, les douleurs chroniques, est en partie causée elle-même par le système de santé, les discours des professionnels de la santé, comment on aborde la douleur, les blessures, comment on, tu sais, une vision plus comment la société voit la blessure et la douleur. Tu sais, on a parlé brièvement de commotion cérébrale. La commotion cérébrale, c'est un enjeu de santé publique, des symptômes qui persistent suite à des commotions cérébrales. On sait la commotion, c'est une problématique qu'on appelle fonctionnelle, fait qu'un peu comme le TNF, il n'y a pas de dommages structurels causés au cerveau, mais les gens peuvent avoir des symptômes qui persistent, fait qu'il y a des parallèles à faire des fois entre les deux conditions. C'est quoi l'impact, par exemple, si on prend l'exemple de la commotion cérébrale, comment la société voit la commotion cérébrale, comment les médecins, les professionnels de la santé voient les commotions cérébrales, comment on a exagéré le repos excessif dans le passé pour traiter les commotions cérébrales, tu sais. Puis on parle de commotion, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est quoi l'impact sociétaire de comment on voit tout ça? Tu finis avec la question la plus simple. Ouais, exact. Oui, Ben, faisons un tour de table, chacun votre tour. Juste pour répondre là, le plus rapidement possible, c'est qu'on est dans les prédictions, on est dans les anticipations, puis elles sont comme en plus appuyées par justement les informations qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est même plus moi, je pense que, c'est j'entends que. Exact. On me dit que, mes professionnels m'ont dit que, mes médecins m'ont dit que, alors, ben là, je veux dire, la personne va écouter et puis va dire, il faut que je me repose, il faut que je fasse attention à ci, il faut que je fasse attention à ça. Donc, ça vient vraiment de venir confirmer quelque chose qui, au départ, peut être différent. C'est pas... et puis, après ça, ben, c'est le cercle vicieux qui s'installe pour certaines personnes. Encore une fois, certaines personnes vont faire « OK, comment ça, je vais me reposer 2 semaines, ça va être parti, puis j'ai écouté les directives, et puis c'était ça. » Mais pour d'autres personnes, quand c'est quelque chose, une commotion légère, et puis qu'au-delà de ce qui est prescrit comme repos et tout ça continue, ben là, ça on a un problème parce que c'est généré, créé par l'information qui est véhiculée. Ouais, le système lui-même. Ouais. Grosse question. Oui, ben en fait, on est dans la croyance, dans la prédiction. Donc, tu sais, je pense qu'on le voit beaucoup en Occident aussi. Là. Si on parle des commotions cérébrales, par exemple, les croyances sont tellement fortes. Il s'agit que je dise que je me suis cogné la tête, puis je vais avoir à peu près 8 membres de mon entourage qui vont me dire « Ah, là, faut que tu te reposes. Ouais. Tu vas probablement avoir des troubles visuels. Tu risques d'être étourdi. Reprends pas le sport trop vite. Reste... » Fait on parlait tantôt de l'effet nocebo. Il y a quand même de ça qui se développe chez les patients. Si on voit un patient qui a eu un TCC léger, on parle vraiment de trauma léger, là, qui n'a pas de changement au niveau de l'imagerie. Exact. Donc, qui a encore des symptômes 4 ans après sa commotion cérébrale. Puis encore pire, 1 mois et demi après son trauma, il n'y avait pas de symptômes. Il a développé par la suite des symptômes, puis rétrospectivement, il dit « Ah ben oui, c'est parce que je m'étais cogné la tête. » C'est sûr qu'on tombe dans un tableau plutôt fonctionnel qui va se régler par la réactivation. Mais c'est ça, exact, dans le sens qu'il y a des choses qu'on peut faire pour régler ça. Oui, c'est ça. Et en fait, dire que ça a été une nouvelle blessure, c'est ça la croyance erronée. C'est ça. Puis je pense que tu l'as abordé récemment dans un de tes podcasts sur les commotions cérébrales. Puis c'était abordé que, tu sais, rendu à 6 mois, on n'est plus dans le repos, là. Faut se réactiver. Même avant ça, mais évidemment, encore pire si ça persiste. C'est ça. Donc, puis ça, on en voit des patients qui ont été des années, puis qu'ils se réactivent finalement. Puis donc, cette croyance-là est tellement forte dans la chronicisation, puis dans les facteurs perpétuants, ces croyances-là, même notre système est comme ça. C'est rare qu'on voit, exemple, en centre de réadaptation, après 1 an et demi, dire « Je pense que c'est plus un TCC que vous avez. » C'est encore... on le voit de plus en plus. Hein? Nous, on a des cas comme ça. Puis, notre système, malheureusement, tend à chroniciser ça. Le fait que les invalidités soient quand même
omniprésente, rapide. Nous, il n'y a aucune invalidité, aucun arrêt de travail qui va être suggéré par les membres de notre clinique parce qu'au contraire, la réactivation, le retour à l'activité fait partie de la solution. Puis on le voit même dans la littérature. Il y a une étude en Lituanie qui a un contexte un peu socio-économique qui nous ressemble. Puis là-bas, ils font la promotion que une commotion cérébrale légère, c'est un mal de tête qui passe en environ 7 jours. Mm-hmm. Comparativement à ici où on entend ça, c'est beaucoup. Puis leur taux d'absentéisme, leur taux d'invalidité, leur taux de symptomatologie est tellement moindre comparativement à ici parce que la croyance est comme ça. Puis il y a le même principe au niveau des lombalgies, qui est plus ton domaine. En Australie, il y avait une grande campagne publicitaire pendant 3 ans qui mentionnait que les lombalgies, ben ça passe par la réactivation puis le retour au travail. Puis comparativement ici, leur taux d'absentéisme puis d'invalidité chronique est vraiment moindre pour la lombalgie. Donc la croyance joue beaucoup. Puis si tu regardes quelqu'un qui a mal au dos, tu vas avoir 5-6 personnes dans son entourage qui va la protéger, qui va lui dire de ne pas se pencher. « Hey, fais pas ça, qu'est-ce que tu vas faire, ton dos? » Donc, il y a une surdramatisation de beaucoup d'éléments qui ne méritent pas et qui nuisent à... On a parlé beaucoup d'enseignement puis de facteurs perpétuants, mais l'enseignement doit se faire à l'entourage aussi, doit se faire aux professionnels de la santé aussi. Et c'est pas pour, dans le sens que il y a des commotions cérébrales, il y a des lombalgies, c'est pas pour diminuer l'impact que ça a, puis le sérieux avec lequel on doit traiter ces pathologies-là, mais possiblement qu'on peut avoir des meilleurs résultats, des meilleurs outcomes avec les gens, puis c'est moins d'invalidité persistante si on défait les croyances autour de ça, puis qu'on entoure ces gens-là avec les bons principes directeurs. Ça passe entre autres par des professionnels de la santé qui sont bien formés et à l'affût des meilleures connaissances. C'est le même principe, là on parle de la commotion, mais c'est le même principe avec ce qu'on appelle les 3 PD en vestibulaire. Hein, des troubles perceptuels, persistants, positionnels, d'étourdissement. Donc, c'est un peu la crise initiale de que ce soit une neuronite vestibulaire, une crise de tout l'aspect vestibulaire est réglé, puis tu as des patients qui perdurent des symptômes, il y a 2 grandes classes, là, mais un peu plus phobiques, peur du mouvement, évitement et tout ça, puis ceux qui persistent des symptômes d'étourdissement et tout ça. Encore là, il faut être capable de leur enseigner puis leur démontrer que au niveau ORL, au niveau vestibulaire, c'est réglé. Tout structurel, la pathologie est réglée. Là, on est rendu dans un tableau plus fonctionnel, puis ça se passe de la même façon par de la réactivation, outrepasser un petit peu les symptômes pour se rendre compte qu'on a la capacité. Puis c'est un peu ce que tu vois probablement en douleur chronique, quand on aborde la douleur nociplastique, là, on l'a pas abordé, mais c'est un peu le même. abordé déjà. C'est ça, c'est un peu le même tableau, là. Absolument. Je pense que j'ai gardé cette question-là pour la fin, mais on aurait pu partir 1 heure simplement là-dessus. Mais je trouvais ça intéressant juste pour ramener le fait que le discours populaire ou comment la société voit les choses, comment le système médical traite les pathologies, ça a un impact plus grand au niveau individuel sur les gens. Si les gens veulent en savoir plus pour avoir plus d'infos, il y a certaines ressources qui sont à disposition, que ce soit patients, professionnels de la santé. Peut-être donner les clés plus importantes, puis je les mettrai dans la description de l'épisode du podcast si les gens sont intéressés à en savoir plus. Oui, il y a un livre qui a été écrit, ça fait quand même quelques temps, mais c'est Overcoming Functional Neurological Symptoms. Parfait. Et ça, ça vient de l'Angleterre. C'est des leaders là, dans le domaine là, qui ont écrit ça. Puis c'est un guide d'auto-soin. Malheureusement, seulement en anglais. Encore à ce stade-ci. Mais c'est vraiment un guide autant pour le patient, le patient, la famille que le professionnel où toute cette partie-là des croyances puis est super bien expliquée en détail et puis comment on peut agir. Donc ça, c'est un bon livre à avoir là, pas loin. En termes de site web, il y a neurosymptoms.org. Encore une fois, malheureusement, seulement en anglais. Il a été traduit en français pendant quelques temps. Oui, là, ils ont fait une mise à jour du site web, puis le français n'a pas encore été incorporé dans leur traduction, mais ça s'en vient. Et ça, c'est un site web qui a été écrit par un neurologue, puis du UK aussi, qui va reprendre toutes les explications. Il va avoir des fiches patients, il va avoir... vraiment, c'est un site génial là, à consulter. Ensuite, il y a pour des sites plus
de pères aidants, de groupes par les pères. Il y a FND Hope aussi. Et à Montréal, il y en a un aussi, si vous cherchez là, sur Internet, il y a FND Ensemble, FND Together. TNF Ensemble. TNF Ensemble. Et puis, donc, en français, pour cette partie-là. Super. Malheureusement, la littérature en français est pas encore rendu là. Bien développée. Et puis, il y a un regroupement international qui fait la promotion, la recherche, la formation, la diffusion. C'est FND Society. Et puis, en anglais seulement. Et eux vont héberger aussi les formations. Il y en a une qui s'en vient là, en juin prochain en Italie. Et tranquillement, pas vite, le site web du CHUM va pouvoir mettre des informations en français. Ça s'en vient. Autant dans le temps qu'on a là, pour verser tranquillement, pas vite des choses. Mais la vitrine que tu nous donnes aujourd'hui, ça peut devenir aussi une ressource pour Absolument. les gens. Ouais. Et puis, il y a une formation qui s'en vient aussi par la clinique TNF. Pour les professionnels de la santé. Pour les professionnels de la santé, exactement. Puis ça, c'est en novembre, le 3 novembre. Novembre 2023. 2023. Donc, ça va être diffusé avant ça. Comme ça, les gens, s'ils sont intéressés, peuvent aller... exactement. Ils peuvent aller... Il reste de la place en présentiel. Il reste la place en présentiel. Ils peuvent aller voir sur le site de la clinique au CHUM. S'ils regardent sur le site web, ils vont pouvoir trouver l'information. Super. Là, on est fin août, donc ça devrait être diffusé dans pas trop longtemps. Génial. Super, fait que tout ça sera dans la description de l'épisode du podcast. Comme ça, les gens peuvent aller retrouver ces informations-là. Pierre-Luc et Delphine, merci énormément pour votre temps. J'espère que vous avez apprécié l'expérience. J'espère qu'on a été clair, surtout. C'était très clair. Puis de toute façon, les gens peuvent le réécouter 1 fois, 2 fois, 3 fois au besoin pour bien acquérir ces connaissances-là. Fait que au plaisir de rééchanger dans le futur. Merci beaucoup.